On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir et même l'honneur de recevoir Alain du Conseil. Bonjour Alain. Bonjour Laurent. Alain, tu es le président de l'association La Vie Active depuis 14 ans. Est-ce que tu peux nous présenter La Vie Active avec tes propres mots ? Et puis, nous parler aussi de ton rôle de président, parce que je ne suis pas intimement convaincu que les gens soient conscients de l'énorme rôle que tu as sur les épaules depuis 14 ans. Bref, je me tais. Présente-nous s'il te plaît La Vie Active, Alain, avec tes propres mots. Moi, j'ai connu La Vie Active dans les années 64, quand un des premiers établissements de La Vie Active s'est créé dans ma commune, à Brebières, près de Douai. Et à partir de là, je me suis toujours intéressé pour savoir un petit peu comment ça a évolué dans cette structure. Puis après, j'ai eu un passé de 25 ans d'élu et j'ai toujours fait participer donc tous les enfants qui occupaient ce lieu. Je les ai toujours fait participer à toutes les manifestations de la collectivité. À partir de là, je me suis attaché à La Vie Active. Et puis, quand on est attaché, on rencontre bien entendu les dirigeants de l'époque. Et puis, les dirigeants de l'époque, bien entendu, quand ils trouvent une personne qui a envie de s'investir au profit des personnes qui sont défavorisées, eh bien, bien entendu, on est vite intégré à l'intérieur de La Vie Active. Donc finalement, La Vie Active a toujours fait partie de ta vie depuis la création, parce que c'est 1964. C'était ta famille, sans même que tu le saches dès le départ. Alors, effectivement, c'est devenu une famille. Et puis, aujourd'hui, depuis 14 ans que j'occupe le poste de président, je suis fier d'appartenir à cette famille. Quand on voit que ce que l'on peut réaliser parmi l'ensemble des personnes, on est de la petite enfance jusqu'à la personne en perte d'autonomie, le travail que l'on peut réaliser et surtout la qualité que l'on peut permettre aux personnes qui sont dans cette situation-là de pouvoir retrouver un espoir de vie, un espoir vis-à-vis de la société de se rendre utile et également pour nous, les membres du conseil d'administration, je rappelle qu'on est 24 au sein du conseil d'administration, les membres du conseil d'administration, notre plus grande récompense, on est tous des bénévoles, notre plus grande récompense est de retrouver un sourire sur le visage de l'enfant ou de l'usager que l'on accueille dans l'établissement, et puis également soulager les familles, parce que pour les familles, ça devient un véritable parcours du combattant. Et j'imagine bien, on en a beaucoup parlé avec les collaboratrices et collaborateurs de La Vie Active qui sont sur le terrain. En quoi consiste ton rôle de président ? Parce que ça fait 14 ans, tu as travaillé dans l'énergie auparavant, tu as une vraie, véritable carrière, tu as rencontré La Vie Active depuis le début, mais l'investissement s'est fait petit à petit. Qu'est-ce qui fait le président de l'association La Vie Active depuis 14 ans ? Alors, le président de La Vie Active, c'est à la fois le coordonnateur, disons, de tous les projets que l'on peut mener, et donc autour du conseil d'administration, parce que chaque projet, il est débattu en conseil d'administration, il est validé en conseil d'administration. Et donc, on crée à la fois une dynamique au sein du conseil d'administration autour de ce projet. Je pourrais citer plusieurs exemples, mais un exemple qui me vient à l'esprit. En 2014, moi, ça faisait 2 ans que j'étais président, et en 2014, l'État nous a confié la mission de gérer le problème migratoire sur le Calaisis. Et donc, c'était un véritable projet, mais un projet énorme. Et sous le secteur migratoire, nous n'étions pas forcément des professionnels, mais l'État nous avait sollicité. On est une association reconnue d'utilité publique. Et à partir de là, le conseil d'administration, c'était un véritable débat au sein du conseil d'administration. Et puis, à un moment donné, avec mon directeur général, le conseil d'administration nous a donné le feu vert pour commencer à s'intéresser à ce projet. Est-ce que tu t'es investi personnellement dans cette nouvelle aventure ? Parce que tu le disais, vous n'étiez pas nécessairement des grands professionnels de ces choses-là. C'est l'État qui vous le demande, donc bravo. Vous êtes reconnu d'utilité publique à l'association depuis 2002, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc ça faisait à peine une petite dizaine d'années. Donc magnifique reconnaissance. Mais est-ce que tu as porté le projet toi-même pour convaincre le conseil d'administration ? Alors, le projet, il n'a pas été porté uniquement par moi-même, puisque nous étions avec le directeur général au ministère de l'Intérieur quand nous avons été choisis. Et à partir de là, nous avons, avec le directeur général, nous avons monté ce projet. Et le conseil d'administration, après avoir bien pris connaissance de ce projet, la chance de La Vie Active, c'est qu'on a un conseil d'administration qui veut toujours avoir des projets. Donc, vu la présentation et vu aussi le besoin qu'il y avait sur un territoire.
Là où il y a un problème, la Vie Active a toujours répondu positivement quand on venait solliciter notre association. Et donc là, il y avait un véritable problème sur le Calaisis. On n'avait pas le droit de refuser. Donc à partir de là, le conseil d'administration, bien sûr, c'est normal, c'est un lieu où on débat, où ça a été débattu. Et en fin de conseil d'administration, je peux dire qu'on avait fait un conseil d'administration qui avait qu'un seul sujet. Mais en fin de ce conseil d'administration, eh bien, le feu vert de l'ensemble des administrateurs a été donné. Nous, on avait créé l'impulsion et à partir de là, ce projet, eh bien, c'est la direction générale avec les personnels de la Vie Active qui ont monté ce projet. Ce fameux conseil d'administration, c'est combien de personnes? Parce que tu en es le président, évidemment, donc toi tu l'animes, mais ça fait partie de tes nombreuses missions, mais on va en parler évidemment. C'est qui, très concrètement? C'est la société civile? Ah, voilà, on est 24 membres au sein du conseil d'administration. Il y a une limite d'âge, c'est 70 ans. Mais on est toujours jeune quand on est au conseil d'administration, donc 24 membres, et ces 24 membres, ce sont des représentants de la société civile, et donc c'est aussi intéressant parce que ça nous ouvre aussi des possibilités au sein de la société civile avec des représentants que nous avons à l'intérieur du conseil d'administration. Donc on est aussi, on n'est pas seul, on est accompagné. Ce sont des élus, des personnes qui sont élues en plus de leur métier, par exemple, ou ce sont peut-être des professeurs? C'est qui exactement? Je t'avoue que je suis très curieux, et puis j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir qui est donc le fameux CA de la Vie Active. Nous avons une représentation encore, parce que la Vie Active a été issue grâce au syndicat national des instituteurs, et donc nous avons encore des enseignants au sein du conseil d'administration, mais ce n'est plus la majorité aujourd'hui. Mon prédécesseur avait déjà commencé, on a ouvert sur la société civile. Et effectivement, ça nous donne une diversité, donc ça nous donne aussi une diversité aussi de vues sur l'ensemble de nos projets, mais aussi sur l'ensemble de la vie de nos établissements. Et puis, ce sont des membres très engagés, puisque je leur donne des missions, ils me représentent dans chaque structure. On a quand même 90 structures au sein de la Vie Active, principalement sur le territoire du Pas-de-Calais. On est aussi sur la région parisienne. Et nous avons répondu une fois de plus à une demande de l'État, il y a 3 ans maintenant, sur la Guyane, sur le problème migratoire. Et comme on est reconnu aujourd'hui sur cette activité-là, donc le conseil d'administration est toujours très intéressé à faire évoluer notre association. Et quand on fait évoluer, on apporte des services supplémentaires qui répondent à un besoin de la société. Et vous êtes reconnu, tu le dis très justement, maintenant la Guyane. Alors c'est vrai qu'il y a un peu en région parisienne, il y a entre autres des EHPAD, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça? Oui, c'est ça, 3 EHPAD en région parisienne. Exactement, qui sont dirigés par Nourdine Bagdadi, que l'on salue et qui est passé dans le podcast. Alors Alain, toi qui connais la maison depuis 1964, depuis sa création, qu'est-ce qui a évolué à la Vie Active? C'est quoi les nouvelles valeurs, si tant est? Je pense qu'il y a des valeurs fondamentales, mais évidemment, on ne peut pas traverser les décennies sans avoir évidemment évolué. C'est quoi les valeurs de la Vie Active? Alors nous, on est très axés sur les valeurs d'humanisme et de fraternité, mais nos personnels adhèrent aussi à ces valeurs. Il faut savoir aussi que moi, j'ai une grande reconnaissance à l'ensemble de nos personnels qui œuvrent tous les jours auprès devant eux, ce sont pas des machines, ce sont des humains. Et donc, à partir de là, les personnes s'attachent aux personnes. C'est normal, c'est humain. Ça. Et donc, ce qui veut dire là aussi, ils font un travail, l'ensemble de nos personnels font un travail formidable. Et comme ils se sentent soutenus par le conseil d'administration, c'est seulement à partir de là que ça les engage encore d'aller plus loin. Quand on a relevé un certain nombre de défis, et l'histoire de l'association montre qu'il y a eu énormément de défis, quand tous les défis ont été relevés, on pouvait pas, c'était pas les 24 membres du conseil d'administration qui pouvaient le faire, c'est bien tout un ensemble, et donc nos personnels ont joué un rôle à chaque fois énorme, et là aussi, à chaque fois que j'ai la possibilité, je les remercie de leur engagement. Les personnels de la Vie Active, c'est plus de 4000 collaborateurs et collaboratrices, il faut le rappeler. C'est bien ça. On est à un peu plus de 4000, on est à 4100 et quelques, quoi. Et donc, avec une diversité d'activités qui est énorme également. J'imagine que toi, depuis 14 ans que tu en es le président, tu dois être extrêmement fier de toutes ces avancées de la Vie Active. Je me trompe? Non, tu te trompes pas, parce que effectivement, je suis très fier à partir du moment où on se sent utile.
Et je pense que c'est ce qui attache aussi les salariés au vers de la vie active, parce que là aussi, ils se sentent utiles. Et ensemble, on fait des choses tellement formidables que moi, quand il n'y a plus de projet, je m'ennuie. Donc, je suis même à la recherche dans ces cas-là de nouveaux projets. Toutes félicitations. Et ça ne m'étonne pas de toi. Sachez-le, chers auditrices et auditeurs, Alain, c'est un homme dynamique qui est venu aujourd'hui saper comme un milord. Bravo et merci encore. Trêve de plaisanterie, Alain, on a parlé des 4000 collaborateurs de l'interne qui sont des collaboratrices et collaborateurs très 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 investis, tu viens de le souligner et de le saluer comme il se doit. Mais le développement de la vie active, ces 6 décennies, n'aurait pas été possible sans les collectivités. Et tu le sais aussi bien que moi, mars c'est dans quelques jours, nous avons cette échéance des municipales. Est-ce que tu auras un message à faire passer aux maires, aux futurs maires, à nos collectivités alors que nous sommes à quelques jours de l'échéance des municipales 2026 ? Effectivement, les collectivités, là où on est implanté, la relation de la vie active avec les élus de la collectivité est importante. Parce que c'est ensemble qu'on travaille. On est sur un territoire où on ne peut pas être isolé. Donc la collaboration de la collectivité avec la vie active est pour moi primordiale. Et quand on travaille ensemble, on a des exemples sur certaines communes, eh bien ça permet de développer encore d'autres services sur le territoire. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle d'EHPAD, la volonté d'un EHPAD, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Et donc, qui dit ouverture sur l'extérieur, il faut aussi que la collectivité s'engage avec nous sur cet état d'esprit. Et à partir de là, le but recherché, à la fois pour la collectivité, mais pour la vie active, c'est d'apporter un service supplémentaire à la collectivité, aux personnes isolées dans leur habitation pour pouvoir continuer à les accompagner et développer un certain nombre de services au domicile de la personne. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, on peut prendre des exemples très novateurs comme Laurent Danel. Exactement. J'imagine que tu pensais à lui avec son EHPAD qui est ouvert à quoi ? L'autre génération nettement plus jeune, à savoir une crèche, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà, ça c'est l'image de demain. Au sein de la vie active, c'est-à-dire ouvrir nos établissements sur l'extérieur pour apporter un certain nombre de services, là où le service n'existe pas, bien entendu. Et donc, pour nous, le rôle de l'élu dans une collectivité a toute son importance aussi dans ce cas-là, parce que dans toutes les communes, on rencontre quand même des jeunes ou moins jeunes qui ont des difficultés, soit pour évoluer à l'intérieur de ce territoire. Et donc, la vie active a un rôle d'accompagnement, mais l'élu, il a un rôle aussi d'accompagner la vie active sur l'accompagnement. L'élu peut être une véritable locomotive. J'ai une question qui me vient à l'esprit qui est toute bête, Alain. D'une manière générale, comment est-ce que les élus, particulièrement dans le Pas-de-Calais, puisque c'est là qu'il y a la très 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 grande majorité des établissements de la vie active, comment ils vous perçoivent, ces élus ? Quand on arrive dans une collectivité, l'élu, il est très content de nous voir arriver. Pourquoi ? Première chose, on répond à un besoin sur un territoire, donc on amène un service au sein de la collectivité. Mais là où on est implanté, on crée des emplois. Et ces emplois, ce sont des emplois qui seront jamais délocalisables. Donc c'est très important aussi ça pour l'élu. Et quand on crée de l'emploi, ça veut dire aussi que les gens vont rester sur le territoire. Donc on crée de la valeur économique sur le territoire. Alain, tu peux le dire, vous créez de la richesse. Oui, effectivement, on crée de la richesse pour la collectivité. Alain, on vient de parler des élus, qui sont absolument fondamentaux pour le développement de la vie active et de la collaboration, d'une manière générale, mais il y a aussi les départements. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Oui, effectivement, le département est important pour la vie active, puisque c'est un financeur des activités de la vie active. Et nous, on est fiers du département du Pas-de-Calais, puisqu'on a toujours eu affaire aux élus qui ont été toujours attentifs à l'évolution de nos structures et d'essayer de nous accompagner. Je dis bien essayer parce que le contexte il devient compliqué pour les élus. On a un président du conseil départemental qui donne une priorité pour le social, mais son enveloppe financière, les dotations de l'État sont de plus en plus maigres. Donc il doit, disons, gérer ça d'une façon très subtile parce que le département c'est très large au niveau des activités et donc je sais que les élus du département font un effort considérable et je tiens ici à les remercier parce que ce qu'ils apportent, eh bien, ça va directement aux personnes concernées, c'est-à-dire aux personnes que nous accueillons dans nos établissements. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque part, depuis quelques années, une petite peur des associations, un peu comme si c'était un contre-pouvoir ? Tu le sens, ça, localement ou nationalement ?
Alors localement, non, on le sent pas du tout, puisque l'élu, c'est un plus quand on arrive dans sa collectivité. Et par contre, oui, on a une crainte au niveau national, que ce soit les parlementaires ou les dirigeants au niveau national. On sent très bien que le secteur associatif, comme la Vie Active, comme d'autres du médico-social, c'est un contre-pouvoir au sein du pouvoir. Donc l'idée, et on se bat tous les jours, l'idée c'est de conserver ce secteur associatif, et à partir de là, effectivement, il faut être très vigilant. Et surtout, il faut continuer à regarder comment l'état d'esprit de nos parlementaires évolue pour pouvoir aussi faire du lobbying, si on peut appeler ça comme ça, auprès de ces élus. Tu es en train de nous parler quelque part d'une certaine américanisation de notre société d'une manière très large et vis-à-vis des associations médico-sociales. Comment justement faire changer un petit peu les mentalités de nos élus, plutôt nos parlementaires, pour qu'ils comprennent bien que c'est aussi les associations sur tout le territoire qui font la force de notre pays? Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'ensemble parce qu'il faut aussi rappeler, la Vie Active, c'est aussi 4200 adhérents. Donc, qui est adhérent, c'est ceux qui ont envie de soutenir l'action de la Vie Active. Donc, c'est pas innocent. Ça veut dire qu'il y a une volonté, même si on n'est pas concerné par le handicap, il y a une volonté de la population de garder le secteur associatif. L'intérêt de garder ce secteur associatif, c'est nous ne sommes pas une entreprise. C'est-à-dire que nous n'avons pas de dividendes à donner à nos actionnaires. Quand on arrive à faire un peu d'excédent, je précise bien, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait de l'excédent, eh bien ça profite à l'ensemble de nos structures. Et donc à partir de là, pourquoi on veut absolument nous reprendre le pouvoir sur le secteur associatif? Tu parlais d'américaniser le système français. Eh bien, oui, c'est quelque part, on sent bien une poussée qui vient même de l'extérieur du pays et qu'on essaye d'ancrer dans l'esprit des Français. Et donc, à partir de là, nous, on a un rôle sur le secteur associatif. On a des exemples, c'est historique. Quand même, le secteur associatif sur un territoire. Et on a montré d'ailleurs, alors pas uniquement que la Vie Active, mais tout le secteur associatif, qui soit sportif, qui soit pour accompagner les enfants, on a montré, le secteur associatif a montré que oui, on sait faire, on peut aller plus loin, mais associons à la fois les pouvoirs publics avec le secteur associatif. Et je pense que là, aujourd'hui, on arriverait à créer quelque chose qui serait innovant aussi sur le territoire et qui donnerait du lien social à l'ensemble de la population, ce lien social qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on le trouve où? Un lien social complètement défiguré dans les réseaux sociaux. Oui, alors qui n'ont de sociaux que le nom, si je puis m'exprimer ainsi, et en tout cas rien à voir avec le social qui caractérise la France et qui fait la fierté de notre pays partout à travers le monde. Comment tu expliques finalement que nos parlementaires comprennent pas en fait ces choses-là? C'est parce qu'ils sont très éloignés, ils seraient hors sol, ils seraient éloignés des territoires, tu sais, comme on dit. J'ai du mal à le comprendre parce que ça fait partie intégrante et intégrale de la France. Moi, ma vision des choses sur le politique. Chaque personne qui a cette responsabilité, je serais tenté de dire à cette personne, il faut être réaliste par rapport aux besoins, à un moment donné, du territoire. Et arrêtons de faire de la politique pour se faire de l'électoralisme. Alain, je pense à un troisième pilier potentiel. Tu disais que pour que les choses marchent bien, il faut évidemment des associations comme la Vie Active, il faut des élus, mais qu'en est-il de l'entreprise en 2026 et dans les années à venir et de la Vie Active? Est-ce qu'il n'y a pas des partenariats qui peuvent se nouer? Ce ne serait pas vendre son âme au diable, selon moi, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que l'État sera toujours au rendez-vous auprès des associations du médico-social sur les coûts de fonctionnement. Mais sur les investissements, l'État ne sera plus au rendez-vous. Effectivement, à un moment donné, il faudra réfléchir. Alors, je sais pas, ça sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, je sais pas. Il faut voir comment tout ça va évoluer. Mais il faudra réfléchir à constituer un partenariat public-privé et tout en gardant, bien sûr, le plus gros travail, c'est de garder la maîtrise. Et ça, juridiquement, il va falloir qu'on y travaille. Et j'aurais bien aimé, moi, qu'on ait cette réflexion-là au niveau de nos fédérations, au niveau national, du médico-social. Mais malheureusement, on pourrait croire qu'on veut empêcher ce débat. Alain, on arrive à la fin de notre entretien.
Tu me disais hors antenne que tu avais passé 20 ans au conseil d'administration, 14 ans à la présidence, donc une belle partie de ta vie, tu l'as passé à la vie active et tu connais la vie active depuis 1964. Tu étais en culotte courte à l'époque. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir pour cette association et aujourd'hui au plus haut niveau ? Je me suis intéressé à l'époque à l'association. J'ai retrouvé un esprit de famille, c'est-à-dire qu'il y avait une solidarité qui se créait entre nous et ça donnait envie de continuer. Et en plus, continuer à s'investir quand on a des résultats qui apportent une réponse à des personnes qui sont en difficulté, c'est humain. Et donc, on a toujours envie de continuer. Et c'est ce qui me motive tous les jours, c'est de continuer dans cet état d'esprit-là. Et j'espère que, pour moi, j'ai confiance à l'avenir. La vie active a encore de beaux jours devant elle. Et je pense que tous ensemble, on pourra continuer à faire évoluer notre association. Et je le dis ici, il y a encore beaucoup à faire sur le territoire. Et si on nous donne les moyens, non seulement on apportera des réponses sur ce territoire positives pour les personnes en difficulté, mais en plus on créera des emplois et on créera de la richesse sur le territoire. Justement, qu'est-ce qui reste à faire dans les années à venir, selon toi, pour la vie active ? Alors peut-être sur le territoire dans le Nord, mais peut-être ailleurs aussi. Alors effectivement, de toute façon, on répond à des appels à projets sur le territoire national. Et ça, il n'est pas exclu que demain, on se retrouve dans d'autres secteurs du territoire national. Et puis la preuve, si on est allé en Guyane, c'est bien la preuve qu'on a envie de continuer à se développer. On est bien d'accord, et même en région parisienne. Mais alors, plus concrètement encore, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi ? Un nouveau métier, si je puis m'exprimer ainsi ? Alors effectivement, les métiers vont évoluer. Ça, c'est clair. On a la chance à la vie active aussi, c'est qu'on a un centre de formation. Et ce centre de formation va pouvoir répondre à l'ensemble de nos personnels. Et le personnel qui souhaite évoluer, eh bien, grâce à ce centre de formation, on va pouvoir développer aussi des nouvelles formations qui vont amener sur des nouveaux métiers de l'accompagnement des personnes en difficulté. Des métiers qui auront une approche peut-être tout à fait différente de celle que l'on peut connaître aujourd'hui, mais en contraire, ça va valoriser et motiver davantage nos salariés. Et puis, je pense que la qualité d'accueil de nos résidents sera aussi encore améliorée, puisque la vie active continue à s'investir aussi dans l'entretien de nos bâtiments et également aussi à créer aussi des nouvelles structures pour le remettre un peu au niveau de l'année 2026, donc avoir une vision tout à fait différente aussi de l'environnement et de la structure des nouveaux sites d'accueil, quoi. Donc ça donne aussi une confiance aux personnes que l'on accueille dans nos établissements, et ça donne aussi une confiance et surtout l'envie d'aller beaucoup plus loin pour l'ensemble de nos salariés. Absolument, et en parlant de job, d'emploi, je rappelle que ce sont des emplois non délocalisables, ce sont des emplois stables, puisque la maison est là depuis 60 ans. Donc encore une fois, c'est un véritable défi, et les années à venir vont être belles. On rappelle qu'il y a l'intelligence artificielle, mais qu'il y a aussi encore beaucoup d'intelligence fraternelle et humaine. Voilà, exactement, et je rajouterai, il y a aussi l'intelligence collective chez nous. Absolument. Alain, j'ai une dernière question, et c'est pas la plus simple. Si je te dis la vie active, qu'est-ce que tu me réponds du tac au tac ? C'est formidable. Évidemment, quand on a passé la moitié de sa vie à la vie active, forcément, tu ne pouvais pas répondre mieux, évidemment. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut s'investir dans la vie active ? Alors peut-être en tant que salarié, en tant qu'employé, ou peut-être au conseil d'administration, ou une entreprise, bref. Qu'est-ce que tu dirais à qui que ce soit pour rejoindre la vie active ? Venir à la vie active, c'est une véritable aventure. Et pour la vie. Et c'est pour la vie, oui. Eh ben écoute, merci à toi, Alain. C'est un véritable plaisir d'avoir pu discuter avec Monsieur du Conseil, le président de l'association La Vie Active depuis 14 ans, investi depuis plus de 30 ans. Donc encore une fois, merci à toi. Merci, et puis bonne vie à La Vie Active. Absolument. Tu penses un jour laisser les rênes de la présidence ? On n'est pas irremplaçable. C'est tout à ton honneur. Merci pour ton humilité. Alors, Alain, tiens, je me pose une question. Comment est-ce qu'on peut soutenir la vie active ? J'imagine qu'on peut faire un don. On va sur le site internet, c'est bien ça ? C'est bien ça. Il suffit d'aller sur le site de la vie active. On peut faire un don et puis on peut prendre son adhésion à la vie active
allez, c'est pas cher, 20 € l'adhésion, et ça permet aussi de recevoir le journal de la vie active pour être aussi, disons, informé de l'évolution de notre association. Et puis, ça permet aussi de participer à nos clubs de la vie active qu'on a mis en place sur le territoire du Pas-de-Calais. Et donc, on a 7 clubs de la vie active pour lesquels, comme là, ici, au mois de janvier, malheureusement, le président est obligé de faire la tournée des 7 clubs pour présenter les vœux. Donc, je fais la tournée du département du Pas-de-Calais en ce moment. Et également, sur la région parisienne aussi, il faut aller présenter ses vœux. Donc, voilà. Donc, être adhérent, c'est aussi montrer sa volonté de nous accompagner dans ce que nous faisons de tous les jours. Et puis, surtout de nous encourager. Et puis, être adhérent, c'est aussi une manière de participer à la vie de notre association. Eh bien, merci à toi. On se quitte là-dessus réellement. Alain et chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pascal Abdakovic. Bonjour Pascal. Bonjour Laurent. Pascal, tu diriges la MEX, la maison d'enfance à caractère social de Sailly-la-Bourse. Ce ne sont pas un établissement, mais 3, mais on va évidemment y revenir. Mais avant que nous ne parlions justement des enfants, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et puis nous présenter également la fameuse MEX de Sailly-la-Bourse et ses 3 établissements à Lens et à Neux-les-Mines. Bref, je me tais, je suis tout oui. Alors donc, je suis éducateur spécialisé de formation et donc je suis devenu tour à tour chef de service, directeur adjoint et aujourd'hui directeur d'établissement. L'établissement que je dirige est composé en fait de 3 établissements. Et donc, nous sommes une maison d'enfants à caractère social. Alors, ça donne l'acronyme MEX, qui est parfois un peu compliqué à définir. Aujourd'hui, cet établissement n'est plus tout à fait ce qu'étaient les foyers d'antan. Quand on parle de MEX, on entend aussi foyer de l'enfance. Quelques anciens vont même dire « Ah oui, c'est un orphelinat ». Enfin, voilà un petit peu parfois le type d'appellation qu'on entend. Très concrètement, effectivement, il y a 20-30 ans, les établissements MEX, foyer de l'enfance, étaient principalement des lieux d'internat, donc des enfants confiés par le juge des enfants pour être protégés. Ils habitaient sur place et ils avaient, ces enfants, peu ou prou des droits d'hébergement réguliers ou pas chez leurs parents. Aujourd'hui, suite à un certain nombre de réformes de la protection de l'enfance, on nous a demandé d'innover. Et c'est dans ce sens que l'établissement MEX de l'Artois a été créé en 2011. Et aujourd'hui, cet établissement propose à la fois de l'internat, le cœur de métier, mais également de l'accueil de jour, qui va être davantage destiné à des préadolescents et adolescents en rupture importante de scolarisation, de formation, globalement, on va dire, en rupture du lien avec le monde des adultes normatifs. Nous allons également trouver un service de placement familial spécialisé, c'est-à-dire que l'établissement a ses propres familles d'accueil qui accueillent à leur domicile des enfants également confiés. Et enfin, nous avons un service d'accompagnement des enfants à leur domicile. Il s'agit donc d'enfants qui sont sous mesure de protection par le juge des enfants et que nous accompagnons malgré le fait qu'ils restent à domicile. Je vais essayer de le dire autrement. On va dire que, en alternative à la séparation parent-enfant, le magistrat qui a ordonné la mesure n'a pas jugé utile de séparer. Donc les équipes, ce sont des équipes dédiées. Elles interviennent auprès des familles. Voilà, et elles interviennent dans la vie courante de l'enfant. Alors merci d'avoir fait cette présentation. Alors on n'est pas nécessairement dans les vieux orphelinats dont tu parlais, loin de là. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans une plateforme. Absolument, parce que ces différents dispositifs, que ce soit de l'accueil de jour, de l'accueil en internat, de l'accompagnement à domicile ou de l'accueil par une assistante familiale, elles nous permettent pour chaque enfant de trouver la mesure et l'accompagnement le plus juste. C'est vrai que ces enfants, on a oublié de le dire, mais ils viennent de l'aide sociale à l'enfance, la fameuse ASE qui fait tant parler d'elle et qui a beaucoup d'images d'Épinal sur le dos. Il y a beaucoup de clichés. Ces enfants, donc, vous les accompagnez avec tes équipes. Tes équipes, c'est combien de personnes ?
L'établissement comporte actuellement 100 salariés. Et si on rapporte ces 100 salariés au nombre d'enfants et de places en fait que nous avons dans l'établissement, alors quand je dis places, attention, c'est à la fois ceux que nous accompagnons dans les murs, hors les murs ou par les familles d'accueil, nous avons 140 places. Donc effectivement, on se dit, oula, 100 adultes pour 140 places, ça fait quand même beaucoup d'adultes. Il faut bien imaginer qu'un établissement comme le nôtre est ouvert 365 jours par an, jour et nuit, et que donc nous avons un besoin de personnel important de manière à avoir du monde en permanence. Les enfants, de quel âge à quel âge ? L'établissement accueille ou accompagne des enfants de 0 à 18 ans. Alors les plus petits, 0-6 ans, vont être exclusivement accompagnés par les familles d'accueil, sauf s'ils sont maintenus à leur domicile. Ce qui est tout à fait normal pour des si petits bouts. Tu as 140 enfants, tu as 100 adultes. C'est qui les professionnels justement ? C'est quoi leur fonction, leur métier ? Alors, nous trouvons dans des équipes, alors le mot consacré, ce sont des équipes pluridisciplinaires. Donc nous avons au cœur de métier, si je puis dire, l'éducateur spécialisé. Alors éducateur spécialisé ou moniteur éducateur, c'est à peu près les mêmes fonctions. Ils vont être chargés au niveau des internats de l'organisation, l'animation de la vie collective et le suivi du projet de chaque enfant, puisque chaque enfant a un projet d'accompagnement en lien avec sa situation, en lien avec ce que le juge a ordonné, et donc chaque enfant est accompagné de manière individuelle au niveau de son dossier, de son projet, par un éducateur. Nous trouvons aussi un socle métier important dans la vie quotidienne et collective, ce sont les maîtres et maîtresses de maison. Il s'agit là de salariés à l'interface entre la veille sur l'état domestique, si je puis dire, du lieu de vie et en même temps l'accompagnement un peu fondamental de l'enfant, le linge, la toilette, et veiller sur le vestiaire. Donc c'est un corps de métier qui est vraiment le socle de la vie quotidienne. Autre cœur de métier, les surveillants de nuit. Donc surveillants de nuit, comme le nom l'indique, on les voit que la nuit. Donc ce sont des gens qui prennent leur poste vers 22h30 jusqu'à 6h30 ou 7h30 et ils sont éveillés en permanence et ils veillent sur le sommeil des enfants, ils interviennent en cas de difficulté et ils ont cette charge difficile de se voir confier finalement l'établissement à eux seuls toute la nuit. Nous trouvons dans les plateaux un peu plus techniques, nous allons trouver les psychologues, dont le rôle est à la fois d'entendre la souffrance de l'enfant, l'expression de l'enfant, d'aider l'enfant à cheminer sur son parcours, sur ses propres souffrances, d'essayer à travers des entretiens de soutien thérapeutique d'amoindrir ce qui fait souffrance. Un rôle aussi qui va être celui de l'évaluation, de pouvoir participer à évaluer l'état psychique d'un enfant, et donc de proposer des orientations de soins, que ce soit vers les centres médicaux psychologiques, les CMP de secteur, voire parfois les services sanitaires via la pédopsychiatrie. Le deuxième rôle fondamental, et qui pour moi, directeur, est peut-être même le premier rôle, c'est celui d'accompagner les équipes dans la compréhension de ce qui se joue dans le lien à l'enfant et dans ce qui se joue chez l'enfant, dans les difficultés comportementales auxquelles on peut être confronté. Enfin, nous allons trouver nerfs de la guerre, les services logistiques et techniques, secrétariat, comptabilité, entretien des bâtiments. Voilà, services qui, s'ils n'existent pas, nous n'avons pas d'établissement. Voilà, tout simplement parce que le cuisinier, s'il n'y a pas de cuisinier, on mange pas. Et donc, il n'y a pas d'établissement. Et puis enfin, nous trouvons l'équipe d'encadrement, les chefs de service, directeurs adjoints et directeurs. Ces enfants, ce sont des enfants qui viennent de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. On le sait, les médias adorent parler de choses qui peuvent arriver, comme c'est à mon avis arrivé de tout temps, mais tout est mis en épingle, tout est monté en épingle, tu vois. J'en bafouille avec des choses qui sont pas très heureuses à entendre. Sincèrement, Pascal, ce qu'on entend dans certains médias, ce n'est absolument pas le quotidien de ce que tu vis et ce que vit d'une manière très générale le médico-social. On est bien d'accord que ce sont des épiphénomènes extrêmement malheureux, mais ce n'est pas ça. Ces enfants-là ne sont pas tous drogués, cinglés, prostitués, etc., etc. Ils ont, a posteriori, de magnifiques vies. Tu me le confirmes, s'il te plaît? Alors, je reste convaincu que la grande majorité des enfants de l'aide sociale à l'enfance auront des vies et des vraies vies
pas simplement des vies faites de succession de brisures et de choses dramatiques. J'en suis assez convaincu. C'est un élément qui est compliqué à objectiver, parce que dire de quelqu'un qu'il a eu une vie normale, d'abord c'est quoi une vie normale, mais pour pouvoir dire de quelqu'un que finalement il s'en est bien sorti, il faudrait pouvoir le regarder à la fin de sa vie et remonter en arrière. Donc là, on est sur des éléments d'études épistémologiques qu'on ne sait pas faire. Dans 50 ans, on saura dire si tous les enfants qui sont passés dans l'établissement que je dirige s'en sont sortis ou pas. Ça reste quand même un élément d'évaluation qui reste quand même un élément compliqué. Pour autant, une grande partie des enfants qui passent par nos établissements, on a souvent des nouvelles, ils se marient ou ont eux-mêmes leurs enfants qui ne seront pas forcément des enfants de l'ASE, loin de là. Voilà, ils font des métiers à la hauteur de leurs capacités, de leurs compétences. On a des réussites notables. Nous, on a eu un jeune qui est entré en école d'architecture. J'ai eu des jeunes qui sont devenus policiers. J'ai des jeunes qui sont devenus éducateurs. Donc on a un peu de tout. On a aussi des jeunes qui ont créé leurs entreprises. Et puis, il est vrai, on a aussi des jeunes pour lesquels la sortie de l'établissement les amène à une vie extrêmement compliquée. Nous avons quand même, faut pas le nier, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, quand ils nous arrivent, ont un vécu de souffrance qui est quand même souvent important. Entre les négligences, les maltraitances physiques, psychologiques ou sexuelles, les abandons, on a là quand même bien souvent des enfants qui démarrent dans la vie avec quand même des vécus bien compliqués. Ces enfants-là peuvent, et on en a dans tous les établissements, on en a quelques-uns, mais ce ne sont pas tous les enfants de l'établissement, peuvent avoir des comportements qui sont des comportements défensifs face à la dépression, face à la folie. Être abandonné, ça rend fou. Ça rend éminemment déprimé. Et l'enfant ne se déprime pas comme l'adulte. L'adulte qui est déprimé, il se renferme, il pleure, il picole un peu ou beaucoup. On a tous ces modèles-là, mais l'enfant qui déprime, qui se déprime, c'est différent. Il peut être effectivement très apathique, comme il peut être extrêmement agité, comme il peut être très transgressif, mais on est bien là sur des expressions de la souffrance. Et on a effectivement, sur l'ensemble des enfants, on a toujours quelques enfants avec une symptomatologie assez débordante. Et c'est souvent à travers ces enfants-là, d'ailleurs, qu'on nous regarde et qu'on regarde l'ensemble des enfants. Et c'est pas très juste dans le sens où la grande majorité des enfants de l'établissement de l'AMEX de l'Artois aujourd'hui sont des enfants avec des comportements tout à fait adaptés. Par contre, je ne cache pas que j'en ai une proportion, que je vais estimer à un bon 15 à 20%, qui sont quand même nettement plus compliqués. On le définit dans le sens où on a du mal à les maintenir en scolarité, on doit faire appel à des services médico-sociaux et des services de soins, parce que l'étendue des dégâts qui ont été faits avant qu'ils arrivent chez nous les plonge aujourd'hui dans une situation de handicap reconnu. De la déficience, des troubles importants du comportement ou de la personnalité. On a donc des enfants qui nous arrivent quand même bien esquintés. Merci à toi de dire la vérité. 15%, c'est pas 90%. Ce ne sont pas des enfants qui sont tous fous. En aucun cas. Il y en a certains qui ont des soucis, qui sont plus amochés que d'autres. Et on ne peut pas leur en vouloir. Mais 15%, je le rappelle, c'est pas grand-chose. Et ça n'empêche pas que vous les aidiez, vous les accompagniez pour qu'ils aient la plus belle des vies possible. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit qui est toute bête, mais par exemple, ceux qui sont en internat, qu'est-ce qu'ils font la journée, si je puis dire? Parce qu'en internat, ils dorment, évidemment. Tu as parlé, par exemple, des surveillants de nuit. Mais ils vont à l'école ordinaire, si je puis dire? Alors, l'immense majorité des enfants sont scolarisés. Quelques-uns vont être scolarisés sur des classes un peu adaptées. On va trouver des classes de type Ulysse, de type SECPA. Et puis, quelques-uns accèdent soit que de manière très partielle à la scolarité classique, soit pas du tout. Et ce sont des enfants pour lesquels il y a un accompagnement via des établissements du champ médico-social. Donc là, attention aux oreilles, il va y avoir acronyme. Donc on trouve là des IME, Institut médico-éducatif, ou des DITEP, dispositifs, même moi je sais plus, thérapeutique, éducation psychologique. Chers auditrices et auditeurs, vous irez chercher DITEP, D-I-T-E-P, vous verrez ce que c'est. Et il y a d'ailleurs un très bel épisode avec un dirigeant de DITEP.
On est là pour vous, donc vous irez voir. Je pense qu'il va me bénir sur mon petit trou de mémoire passager. On ne dira pas qui c'est justement qui est passé dans le podcast pour que tu n'aies pas de représailles à ton égard. Pascal, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Quel est le ressenti des collaborateurs ? Ils sont extrêmement fiers de travailler à l'Amex, ou est-ce que certains font ce boulot comme ils pourraient en faire un autre ? Je ne pense pas que ce soit possible. Alors, si je regarde les équipes de l'Amex de l'Artois, je peux toujours manquer d'humilité ou me bercer d'illusions, mais j'ai quand même ce sentiment d'abord d'avoir des équipes de grande valeur et d'avoir des gens qui sont quand même relativement fiers de ce qu'ils font. Quand j'appelle le soir pour dire il faut qu'on trouve une place, j'ai à nouveau un accueil d'urgence, j'ai un enfant de 11 ans qui est dans un hall de MDS, ils n'ont toujours pas trouvé de place, je n'ai jamais de contestation. Or, je sais ce que cela représente pour une équipe, une unité, de voir arriver au moment du repas un enfant en plus qui n'est pas prévu, faire un lit en vitesse, prévoir un moment d'accueil qui n'était pas prévu. Donc je sais que ça représente quand même une surcharge de travail, c'est aussi une inquiétude, une tension, parce que cet enfant qui nous arrive, on ne sait pas trop dans quel état il va arriver, et je n'ai jamais de contestation. Enfin, je pense que j'ai des gens qui sont absolument convaincus de ce qu'ils font. Il y a un exemple que j'aime bien donner. Quand nous avons vécu le Covid, nous avons été parmi les rares établissements en France, tous les établissements de la protection de l'enfance ont été des établissements qui n'ont pas fermé. Et beaucoup d'établissements scolaires, parfois médico-sociaux, ont vu leur personnel confiné et ont fermé le temps du confinement. Les établissements de la protection de l'enfance sont restés ouverts et ont continué à accueillir. Rappelons-nous ces premiers mois du confinement, extrêmement anxiogènes, les gens mouraient, il n'y avait pas de masque. Je peux vous dire qu'au niveau de l'Amex de l'Artois, les gens sont massivement restés engagés. Et quand nous avons commencé, et c'est bien cet exemple-là que je voulais donner, quand nous avons commencé à avoir des clusters, nous avons tenté à l'intérieur de l'établissement d'isoler les enfants malades pour essayer de contenir la propagation. Et donc, nous avons fait un petit groupe spécifique d'enfants malades. Et j'ai eu immédiatement des professionnels volontaires pour accompagner ces enfants-là déclarés malades, alors que nous n'avions pas suffisamment de masques et nous baignions alors dans un environnement médiatique ultra anxiogène où ça parlait de mort, où on ne savait pas où on allait. Et les gens sont restés là. Ils n'ont pas quitté le bateau et ils sont restés près des enfants. Tes équipes sont extrêmement engagées et c'est aussi, quelque part, grâce à toi. Ou ça, je sais pas. Ça, je sais pas. J'irai pas jusque là. Mais voilà, moi, je suis convaincu d'avoir un établissement qui fonctionne bien, qui est bienveillant. Je ne me reconnais pas dans les quelques scandales qui ont émaillé l'actualité de ces derniers temps. Il y a 220 000 enfants à peu près en France qui sont concernés par la protection de l'enfance. Et nous avons effectivement tous les ans des cas très regrettables d'actes absolument inqualifiables posés par des professionnels ou parfois on a aussi de temps en temps des établissements entiers qui sont pointés du doigt parce qu'ils se sont mis dans un tel état de souffrance et de dysfonctionnement que effectivement à un moment donné on a basculé dans l'inacceptable. Pour autant, cela ne jette pas aux orties un corps de métier tout entier et toute une politique publique française de la protection de l'enfance. Nous avons en France une politique publique de protection de l'enfance qui est, moi je le dis quand même, assez exceptionnelle. Alors certes, ça ne va pas très bien. Certes, il y a un delta important entre ce que nous offrons aujourd'hui et les besoins. Parce que les populations se sont quand même bien dégradées ces dernières années. Donc il y a de réels besoins. Mais si on regarde un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays, nous avons quand même une structure de protection de l'enfance que je trouve quand même performante, même si aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. On peut toujours améliorer les choses, comme tu dis. Oui, mais il n'y a pas nécessité de jeter le bébé avec l'eau du bain. On est d'accord. Et justement, j'en profite. Nous sommes à quelques semaines des élections municipales. Si tu avais un message à faire passer aux élus de proximité, peut-être même aux élus à un autre niveau, lequel serait-ce ? Il faut continuer à investir dans la jeunesse.
les enfants en difficulté restent les enfants de la République. Nous avons quand même quelques valeurs qu'il nous faut défendre. La France est une république indivisible, sociale. Donc on ne peut pas aujourd'hui traiter en bouc émissaire une partie complète des enfants en France, en imaginant que de toute façon, ce sont forcément des enfants à problème qui poseront des problèmes. Ce n'est pas vrai. Il y a des enfants de l'aide sociale à l'enfance qui sont dans des difficultés importantes, qui vont vivre, et ils feront vivre aussi des choses compliquées, ça c'est un fait, mais c'est absolument pas la majorité des enfants. Et ce que je pourrais dire aux mères, c'est il faut y croire, il faut croire dans ces gamins. Il m'est arrivé de rencontrer des mères qui, après un temps d'échange, me disent « Mais vous savez, je suis un ancien enfant de la DAS ». Et il m'est arrivé de rencontrer des policiers aussi, intervenant dans nos structures. Et puis quand on discute un peu, dit mais vous savez, moi je les comprends bien les gamins. Moi aussi je suis passé par l'ASE. Alors en fonction de l'âge qu'ils ont, ils vont dire la DAS ou l'ASE. Mais en fait, à partir du moment où on discute un peu avec les gens, on se rend compte que ces enfants qui sont passés par ces dispositifs, ils ont des vraies vies. Mais Pascal, on a toutes et tous dans nos vies, alors particulièrement quand on est adulte et quand on est un peu moins jeune qu'avant, on a tous des potes ou des amis ou des connaissances qui sont passés par l'assistance publique, comme vous disiez, il y a de très nombreuses années. C'est-à-dire, on en connaît tous, et ce ne sont pas nécessairement des gens qui s'en vantent, évidemment, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que partout autour de nous, on connaît des gens qui sont passés par l'ASE, comme on l'appelle aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, il faut surtout pas qu'il y ait un rejet de ces mômes-là aujourd'hui en 2026 et dans les années à venir, parce que ce ne sont pas, allez, je vais lâcher le mot, ce ne sont pas des cas sociaux. C'est pas des cassos, comme on dit. Mais, encore une fois, vous en connaissez toutes et tous, sachez-le. Les mères, je reste sur eux. Ils sont heureux qu'il y ait un établissement comme le tien? Alors, sur Lens, on y est depuis assez peu de temps et j'ai pas eu de contact avec la mairie. Je peux plus vous parler de Sailly-la-Bourse. Sailly-la-Bourse, on est sur un gros village, 3-4 000 habitants dans ces eaux-là. L'établissement est complètement intégré au village et nous avons avec la mairie des rapports de grande proximité. Nous faisons régulièrement des kermesses, des événements de ce type-là qui sont tout à fait ouverts au voisinage. Nous recevons régulièrement pendant nos kermesses des voisins et les enfants des voisins. Les enfants des MEX, de la MEX, côtoient les enfants de la commune à travers les écoles. Donc nous n'avons absolument aucune difficulté d'intégration dans la commune. Et nous avons une mairie qui nous regarde comme un partenaire et aussi comme un pourvoyeur d'emploi. Rappelons-le, une centaine de salariés et un pourvoyeur économique. Une MEX, c'est aussi des fournisseurs pour l'alimentation, des fournisseurs pour les véhicules. Donc c'est aussi un acteur économique. Tu fais bien de le souligner. Pascal, on arrive à la fin de notre entretien. J'ai une question que je pose toujours à tes collègues, mais je suis intimement convaincu qu'on ne fait pas un métier comme le tien par hasard. Comment tu en es venu là? D'où t'es venue cette vocation? Alors bon, on va pas faire une séance de divan, mais effectivement, l'éducation nationale et moi, nous avons divorcé assez jeunes. À quel âge? Plutôt que ça. Là. Félicitations. Voilà, il y avait chez moi quelque chose, peut-être un peu de l'enfant qui rentrait pas dans les cases et qui a dû se construire différemment. J'ai fait beaucoup de métiers, des choses très différentes, jusqu'au moment où j'ai rencontré ce métier-là, qui a été peut-être pour moi à un moment donné l'extension de l'ancien animateur de colo. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui s'est passé. Puis là, ça a été une révélation. Enfin, c'est ça finalement que je savais faire. Et aujourd'hui, je ne suis plus éducateur, je suis directeur, mais directeur de maison d'enfants à caractère social, donc de maisons qui accueillent des enfants qui parfois rentrent plus dans toutes les cases. Et je suis pas sûr que je saurais faire autre chose. Tu t'es fait pour ça, tout simplement? Ah, je sais pas. Il y a des chances, néanmoins. C'est possible, c'est bien possible. J'ai une dernière question pour toi, Pascal. Si je te dis la vie active, qu'est-ce que tu me réponds du tac au tac sans réfléchir? Waouh, la vie active du tac au tac sans réfléchir. La vie active, une grande association, une association avec des valeurs dans lesquelles je crois, des valeurs d'universalité, de protection des personnes vulnérables. Une association aussi solide, bien sur ses deux jambes, qui sait développer des projets,
qui les mène jusqu'au bout. Et l'établissement, tel que je l'ai pris il y a 10 ans quand on me l'a confié, et celui qu'il est aujourd'hui a été bien développé. Et tous les projets de développement qu'on a menés, on a été accompagnés. Pour un directeur d'établissement qui a envie de construire, de développer des projets pour les enfants, être à la vie active, c'est une sécurité d'être soutenu, accompagné. Tu es fier de travailler pour la vie active ? Absolument. Ça fait combien d'années ? Eh bien, ça fait un peu plus de 10 ans. Ça fait 10 ans en mai dernier. Eh bien, toutes mes félicitations. On va se quitter sur ces magnifiques noces depuis 10 ans avec la vie active, contrairement au divorce avec le duc Nat. Oui, on s'est un petit peu réconciliés depuis. Oui, j'imagine. Quand on est éducateur quelque part, on n'est pas uniquement, entre guillemets, moniteur, mais on a aussi ce côté passage de savoir et de rite. Donc, je trouve ça sensationnel. Et c'est toujours très étonnant de voir que des anciens loulous qui n'étaient pas nécessairement faits pour l'école, au final, s'occupent de gamins et avec beaucoup de passion, comme tu sais le faire. Donc, en tout cas, je te remercie. Et puis aussi, merci d'avoir tordu le cou à l'image d'Épinal, des enfants des MEX, c'est-à-dire les maisons d'enfance à caractère social, avec ces enfants de l'aide sociale à l'enfance qui sont absolument pas ces cassos auxquels on pense et dont certains médias adorent parler, surtout quand ça les arrange. Donc merci d'avoir tordu le cou à ces choses-là. Merci Pascal. Eh bien, merci à toi Laurent de nous avoir tendu ton micro et de nous avoir donné un peu cette possibilité de nous exprimer. Tout le plaisir était pour moi. Alors, chers auditrices et auditeurs, quand vous entendez un homme formidable, un homme investi comme Pascal, vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça, c'est une première chose. Mais vous pouvez aussi soutenir l'association La Vie Active. Alors, comment fait-on ? Vous avez de la chance, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site vieactive.fr, de cliquer dans l'onglet « Dons » et là, vous pourrez donner ce que vous voudrez. Il n'y a pas de petit don. Donc, allez-y. Et la chance que vous avez en plus, c'est que c'est déductible des impôts. Quelle chance. Vous pouvez même adhérer. 20 €. Vous y arriverez, j'en suis intimement convaincu. Et encore une fois, ne l'oubliez pas, on connaît toutes et tous des gens qui sont passés à un moment dans leur vie par l'ASE. Donc ne l'oubliez pas, vous avez auprès de vous ces enfants qui ont grandi et qui ne sont absolument pas ces cinglés qu'on l'on décrit encore une fois dans certains médias. Non, ce sont des citoyens et certainement pas des citoyens de seconde zone. Merci à toi Pascal. Et à très très vite pour un nouvel épisode dont on est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode dont on est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir de recevoir Philippe Hélin. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Philippe, nous allons parler d'ESAT, de travailleurs en situation de handicap, mais avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, peux-tu te présenter à nos auditrices et auditeurs s'il te plaît ? Alors bonjour Laurent, je suis Philippe Hélin, je suis directeur d'ESAT à La Vie Active, je coordonne le département travail également. Donc je dirige 4 sites, le site de Brebières, d'Hermie, d'Avesnes-le-Comte et de Saint-Laurent-Blangy. Ok, alors ça fait combien de personnes qui travaillent avec toi entre les salariés et les personnes accompagnées ? Alors il y a une centaine de salariés et on a 400 usagers chaque jour que l'on accompagne. Si je puis me permettre, c'est limite la World Company, félicitations. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un ESAT ? Parce qu'on est là à discuter, toi et moi, mais dis-nous ce que c'est exactement qu'un ESAT, parce que j'ai parlé de personnes en situation de handicap, on a parlé de salariés, une centaine. Explique-nous ce que c'est que nos auditrices et auditeurs comprennent bien, s'il te plaît. Alors un ESAT, c'est assez simple, un établissement et service d'accompagnement par le travail où on accueille des personnes qui ont des différences, qui ont des difficultés pour obtenir et travailler sur un emploi ordinaire de travail. Quel âge à peu près ? Parce que c'est des jeunes, c'est des moins jeunes ? Alors on accompagne nous les personnes à partir de 18 ans, plus exactement 20 ans, 18 ans ils arrivent à faire en stage dans nos établissements, dans nos structures et on les garde jusqu'à la retraite pour certains d'entre eux, voire au-delà de la retraite. Avec qui tu travailles ? Parce que j'imagine que tes ESAT travaillent avec des entreprises, j'ai ouï dire qu'il y avait Bonduel, entre autres. Oui, tout à fait. Alors, nous travaillons pour à la fois des grandes entreprises, comme par exemple Enedis, la SNCF. On travaille pour des entreprises plus moyennes, donc des entreprises de droit privé, des usines, des industries. On travaille pour des collectivités territoriales, pour des communes, et on travaille également pour les particuliers. Donc, nous avons 3 types de clients. Et qu'est-ce que vous faites exactement pour eux ? Parce que souvent, on se dit ESAT égale espace vert, mais il n'y a pas que ça.
Alors non, à la vie active, on a 20 métiers différents, dont les espaces verts, en passant par la boulangerie-pâtisserie, la menuiserie, la blanchisserie, la couture, les prestations aux entreprises, le conditionnement, etc., etc. Donc on a 20 métiers dans lesquels on fait évoluer nos travailleurs en situation de handicap. Ces 20 métiers correspondent à beaucoup de savoir-faire. Ce sont des publics en situation de handicap, comme tu viens de le dire, donc de grosso modo la majorité jusqu'à la retraite. Alors ça, c'est absolument magnifique. Comment vous les formez, comment vous les faites évoluer? Parce que ces savoir-faire sont extrêmement réputés sur tout le territoire. Tu l'as dit, de très très belles entreprises avec lesquelles vous travaillez, également des collectivités. Comment vous faites pour les faire monter en compétences? Alors donc nos usagers sont confiés à des éducateurs, des moniteurs d'ateliers qui ont la charge de les faire progresser, de les faire évoluer dans leurs compétences. Donc nous avons différents types de personnes qui s'adressent à nous, des personnes qui ont eu la chance d'apprendre des métiers spécifiques comme les espaces verts, comme des métiers plus industriels ou la couture. Et on a des personnes qui ont été un peu mis de côté et pour lesquelles on doit tout reprendre à zéro. On doit les former sur le tas, sur le terrain. Et nos équipes, sur le terrain, les font donc évoluer, développent leurs compétences. On a recours également à la formation professionnelle et pour les meilleurs d'entre eux, on les inscrit dans des parcours de reconnaissance des acquis d'expérience, tout simplement. J'imagine qu'il doit y avoir une énorme fierté pour tous ces moniteurs qui aident ces personnes en situation de handicap à les faire évoluer. Oui, la fierté, c'est de faire en sorte que ces personnes reprennent confiance en elles et soient complètement intégrées dans l'univers du travail, comme tout à chacun. C'est-à-dire, notre grande fierté, c'est quand on a donc une équipe de personnes en situation de handicap qui travaillent aux côtés d'intérimaires, de professionnels dans les usines et qui sont complètement intégrés dans cette usine. Et qu'on ne les remarque pas presque, j'ai envie de te dire. On ne les remarque pas. Il faut quand même bien comprendre qu'ils doivent absolument être accompagnés parce que ils ont quelques difficultés parfois de lecture, de compréhension. Et pour qu'on puisse continuer à travailler sereinement dans des milieux industriels, bien entendu, il faut que le moniteur puisse venir les aider à tout moment dès qu'il y a quelque chose qui coince dans le processus de production. Comment est-ce que les clients de tes ESAT acceptent justement ces travailleurs en situation de handicap? Alors on sait bien qu'il y a la fameuse loi de 2005 de Monsieur Chirac, de feu Monsieur Chirac, qui a donné un coup de booster. Il faut pas non plus se mentir, ça pourrait peut-être être mieux, mais en attendant, c'est déjà très nettement mieux que rien. Mais tes clients, les fameux Bonduelle, tous ces secteurs qui soient dans le public ou dans le privé, comment ils prennent ça? Est-ce qu'ils sont fiers eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe quelque part dans les coulisses? Alors, on apprend à travailler ensemble et donc on apprend à leur faire connaître aussi notre univers, nos façons de travailler, nos façons d'accompagner les personnes en situation de travail. Et ils sont toujours émerveillés de voir ce que les personnes en situation de handicap sont capables de faire dans nos structures. C'est une première collaboration qui parfois commence dans nos ateliers sur des petites productions et qui se développe avec la confiance des clients au regard du professionnalisme que peuvent avoir les personnes que l'on accompagne. Parce que justement, tu viens de le dire, le mot professionnalisme, il est tout à fait synonyme d'ESAT. Tout à fait, même plus que ça. Hein. Je dis souvent qu'on doit mieux faire qu'une personne qui n'est pas porteur de handicap, parce que on a toujours à convaincre encore de nos jours de nos possibilités, de notre niveau de qualité. Mais le résultat est là. Hein. On est certifié nous ISO 9001 depuis des années, hein. et donc on a des multinationales qui nous font confiance, y compris sur des pièces de sécurité. Donc comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que parler de personnes en situation de handicap qui sont accompagnées par des monitrices et des moniteurs, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est en train de leur donner quelque chose à faire histoire de les occuper. Nous sommes dans du professionnalisme. J'insiste sur ce point-là parce que tu ne travaillerais pas avec des très 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 grands comptes, publics ou privés, si c'était juste pour aider certaines personnes. Il faut bien comprendre qu'on est dans un modèle économique quand même, hein, et donc nous sommes mis en concurrence. Hein. Un client ne va pas contractualiser avec nous si on avait une qualité de travail différente. Hein. Donc on a cette qualité qui est exemplaire, cette répétabilité et donc cette confiance que l'on a gagnée au fil du temps avec les clients. De nos jours, on parle d'inclusion professionnelle, on parle de handicap, on parle d'inclusion, effectivement. Nous, à la vie active, nos valeurs, c'est une inclusion responsable, c'est-à-dire pas l'inclusion à tout va, l'inclusion qui va permettre à notre usager de s'épanouir pleinement.
c'est-à-dire d'avoir bien construit son parcours, d'avoir bien identifié ses savoirs, ses compétences, son autonomie, de façon à pouvoir être complètement à l'aise au sein de l'entreprise. Quand on sort quelqu'un de chez nous dans le milieu ordinaire de travail, donc on va dire que c'est 1 à 2% dans les ESAT en France en ce moment, pas plus, on a garanti le parcours d'intégration et on va le suivre pendant 3 ans dans l'entreprise via des conventions d'appui qui seront renouvelées jusqu'à que cette personne soit complètement intégrée dans l'entreprise. Tu as parlé de milieu ordinaire, tu as parlé d'entreprise tout simplement classique. Tu le disais, et ça il faut qu'on le souligne justement pour les auditeurs qui nous écoutent. Tes ESAT ont 1 à 2% de personnes en situation de handicap qui peuvent aller travailler dans une entreprise tout à fait classique. De prime abord, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le secteur, c'est pas beaucoup. Sauf que c'est entre 2 et 3 fois plus qu'à l'habitude, puisque tu disais que la Cour des comptes, c'était 0,6% de travailleurs en situation de handicap qui arrivaient à travailler dans une entreprise classique. Le milieu ordinaire, comme on dit dans le métier. Tu dois être extrêmement fier de ça, parce que c'est un succès énorme. Oui, tout à fait. Alors, ça nécessite beaucoup d'accompagnement et professionnalisation et de conviction vis-à-vis des clients, voire des directeurs de structures qui vont accompagner ces personnes. Donc, c'est un travail à la fois de préparation, de communication, de formation et surtout de vigilance de la part de nos équipes médico-psychosociales qui font un travail remarquable aussi pour identifier les personnes en capacité physiquement, psychologiquement et d'un point de vue des compétences techniques et opérationnelles, de valider, d'encourager ces personnes à tenir ces nouveaux postes. Qu'on comprenne bien encore une fois, je suis désolé, parce que c'est ton secteur depuis 17 ans, et après on va parler de toi, et tu as un parcours absolument incroyable, puisque tu es ingénieur de formation, je fais un peu de teasing, mais ce côté médico-social, il est fondamental. Tu as parlé d'usagers pour les personnes en situation de handicap, et non pas de salariés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont il retourne? Parce que, encore une fois, je ne suis pas convaincu que nos auditrices et auditeurs comprennent bien toutes les coulisses de ce métier. Alors en ESAT, on reste dans le secteur adapté et protégé. On dépend donc de l'ARS, qui est notre financeur principal. C'est une structure protégée dont l'objet a de pouvoir offrir tout simplement un travail adapté aux personnes en situation de handicap. Ces structures bénéficient de professionnels qui vont accompagner nos usagers à la mise au travail, mais de professionnels aussi médicaux, psychosociaux, qui vont accompagner nos usagers dans leur parcours de vie tout simplement. On va à la fois s'occuper de la mise au travail, mais aussi de ce qui se passe des fois chez eux sur le plan de leur santé mentale, leur santé intellectuelle, et également vérifier qu'ils sont autonomes dans la gestion de la vie quotidienne. On vient de parler des 2% qui peuvent aller travailler dans le milieu ordinaire, les entreprises classiques tout simplement, mais quid des 98 autres pourcents? Parce que finalement, c'est la mission première. Qu'est-ce qui se passe dans tes ESAT, justement, Philippe, à ce propos? Eh bien justement, c'est bien ces 98%-là qui nous occupent le plus. C'est de leur offrir à chacun un projet personnalisé, un parcours vraiment individuel qui va tout simplement observer les capacités de chacun d'entre eux, leurs difficultés, mais aussi leur savoir, leurs compétences, pour leur offrir le meilleur atelier, le meilleur développement professionnel possible. Philippe, j'ai une petite question comme ça qui me vient à l'esprit. Je l'ai dit, tu es ingénieur de formation. Ça fait maintenant 17 ans que tu es à la vie active, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. De quoi est-ce que tu es le plus fier en ces 17 années? Moi, je suis assez fier d'avoir pu finalement moderniser les outils de production. De professionnaliser tout simplement le secteur travail de la vie active. Quand j'ai été recruté, finalement, la mission qui m'a plu et mon arrivée à la vie active, c'est qu'il fallait moderniser les structures d'accueil, les rendre plus professionnelles, avoir des modèles un peu plus industriels. Sinon, on n'aurait jamais pu finalement conduire ce que les politiques publiques nous demandent, c'est-à-dire d'avoir des établissements capables de travailler avec des grands comptes, avec des grosses industries, leur donner confiance dans nos outils, dans notre façon de travailler, dans nos méthodes. Et c'est de ça dont je suis le plus fier. On sent que tu es très fier de cette modernisation. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit. Tu as parlé de travailler avec des grands comptes en début de conversation. Une chose me vient à l'esprit, je crois qu'il y a aujourd'hui des réformes de la part de l'État, alors qui vont plutôt dans le bon sens d'ailleurs, mais qui ont aussi une incidence, comme dans notre beau pays, administrative et financière. Tout à fait. Donc, on termine 2 inspections de l'IGAS commanditées par le gouvernement qui donc ont mis en lumière finalement l'efficacité
des ESAT en France, et donc ont conforté les ESAT en France dans leur modèle. Ces rapports mentionnaient cependant qu'il fallait avancer dans l'égalité des droits entre les personnes de droit commun, les personnes qui ont un travail comme tout à chacun, et les personnes en situation de handicap. Donc là, on est en phase de rapprocher et de mettre en place ces réformes qui visent tout simplement à améliorer les droits des personnes que l'on accueille. Donc les droits autour des congés, par exemple, des congés payés, des mutuelles, et qui vont permettre finalement aux usagers de se rapprocher des modèles que peuvent avoir les personnes qui ont un contrat de travail de droit commun. Cela a néanmoins une incidence financière et administrative. Alors tout à fait, ces mesures ne sont pas indolores au regard des modèles économiques des ESAT. Ces mesures, même si elles ont toute leur importance pour les personnes en situation de handicap, vont coûter de l'argent dans leur mise en place si elles doivent être supportées par les structures elles-mêmes. Là encore une fois, tu es en train de prouver à nos auditrices et auditeurs qu'un ESAT, c'est presque une entreprise comme les autres. On essaye de se rapprocher sur le plan professionnel du travail proprement dit d'une entreprise comme les autres. Cependant, on reste bien dans le médico-social et notre job, c'est d'accompagner les personnes en difficulté autour des tâches et des opérations élémentaires de travail au quotidien. Philippe, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais ? C'est pas évident cette question. J'essaierai en tout cas de maintenir les moyens pour ces établissements spécialisés qui sont connus et reconnus de tous aujourd'hui. On va passer à toi maintenant. Alors je l'ai dit, un magnifique teaser, tu es ingénieur de formation. Comment tu es arrivé à la vie active il y a maintenant 17 ans ? Après une quinzaine d'années donc dans l'industrie automobile, donc dans un grand groupe automobile, une multinationale, après plusieurs découvertes d'expériences à l'étranger, à un moment donné, on se pose des questions, est-ce qu'on va finir sa vie en Chine à développer des usines ou pas ? Et c'est un peu ce qui m'était demandé. Je voulais faire autre chose de mes capacités industrielles techniques et les mettre plus aux côtés de l'accompagnement des personnes. Bien sûr, je voulais garder l'aspect technique et opérationnel de ce que j'avais appris et donc l'ESAT est pour moi l'opportunité à la fois de concilier les valeurs humaines qui sont très importantes au sein de l'association et les technologies de pointe qu'on peut aussi accompagner dans le métier de tous les jours. Donc depuis toujours, tu as eu la tech et l'humain au cœur. Tout à fait, je pense que ça me définit bien. Philippe, j'ai une dernière question pour toi. Elle est loin d'être évidente, encore une fois. Si je te dis la vie active, que me réponds-tu du tac au tac ? Alors je dirais innovation, parce que c'est peu courant dans le médico-social de trouver des structures qui réfléchissent toujours à trouver des solutions les plus adaptées, les plus modernes, les plus contemporaines sur l'accompagnement des usagers. Eh bien, merci à toi Philippe. Tu as été encore une fois un magnifique ambassadeur de la vie active, un ingénieur de formation qui a travaillé dans l'automobile et finalement l'humain au cœur te rattrape, tout simplement. Donc encore une fois, merci à toi. Merci Laurent. Alors, chers auditrices, auditeurs, quand on entend un homme comme ça, un homme de technologie, mais un homme, vous l'avez bien compris, qui représente magnifiquement les valeurs de l'association de la vie active, à savoir humaniste et fraternelle, eh bien, vous avez deux manières de nous soutenir. Oui, parce qu'il faut nous soutenir, la vie active a besoin de soutien. En premier lieu, vous pouvez faire un don. Alors, comment faire ? C'est très simple. Vous allez sur le site vieactive.fr, vous cliquez sur la rubrique « Faire un don » et vous donnez ce que vous voulez. Je le rappelle encore une fois, il n'y a pas de petits dons, donc allez-y. Et puis, vous pouvez également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify et nous laisser un joli commentaire pour soutenir le podcast. Philippe, encore une fois, merci pour cet entretien. Alors, je ne savais pas que tu étais ingénieur de formation. Finalement, quand on travaille avec des très très grandes structures, qu'elles soient dans l'industrie, qu'elles soient dans d'autres secteurs, comme par exemple le secteur public, ou même des particuliers comme tu le disais, il faut avoir un esprit bien fait comme le tien. Merci à toi. Merci Laurent. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.
On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Tiffaine Duquesne. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Tiffaine, tu travailles chez Areli. Nous allons parler du programme Émergence qui touche des jeunes absolument exceptionnels qui n'ont pas nécessairement la chance d'être nés avec une cuillère d'argent dans la bouche comme on dit, mais j'en ai déjà trop dit. Tiffaine, peux-tu s'il te plaît présenter déjà cette très belle maison Areli qui a un petit peu plus de 7 décennies et nous parler bien évidemment de ce magnifique programme qu'est Émergence. Oui, alors Areli est une association qui a été créée en 1953 par des entrepreneurs. L'activité principale est le logement social accompagné. Donc nous proposons des solutions de logement à ceux qui n'en ont pas. La particularité, c'est que dans les logements, nous avons des travailleurs sociaux qui accompagnent les résidents pour résoudre toutes sortes de problématiques. Et donc l'idée pour nous chez Areli, c'est de permettre aux personnes que nous logeons d'accéder assez rapidement à un logement plus classique. Entendu. Alors, on n'est pas très éloigné finalement des valeurs de la vie active et il s'avère que vous avez ce magnifique programme Émergence qui a été créé en 2002. Est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est toi qui le diriges avec ton équipe. Je te laisse nous en parler. Sachez-le, chers auditrices et auditeurs, c'est quelque chose que j'aurais aimé connaître lorsque j'étais à l'époque étudiant, mais je me tais, je te laisse nous présenter Émergence que tu diriges depuis une petite dizaine d'années chez Areli aujourd'hui. Alors le programme Émergence existe en effet depuis 2002. Chaque année, nous sélectionnons entre 30 et 50 nouveaux jeunes. Nous les sélectionnons pour les accompagner humainement et financièrement. Donc chaque jeune a une bourse d'études et un accompagnement humain complet. Alors ce sont des études d'excellence durant 5 ans. Et si j'ai bien compris, ces jeunes qui peuvent parfois venir de l'ASE, je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas nécessairement eu plus de chance que les autres, ou ils ont eu parfois des difficultés. Mais justement, avec ce côté social de la maison, vous les accompagnez vers l'excellence et de ce fait, il faut qu'ils soient très bons à l'école pour être accompagnés dans ce programme, n'est-ce pas ? On a envie d'accompagner les jeunes entreprenants et motivés. Dans les critères pour candidater, c'est avoir un bon, voire très bon niveau académique, c'est avoir besoin d'un soutien financier pour faire des études supérieures, puisqu'en effet, on les accompagne sur 5 ans, de la première année du sup jusqu'à la 5e année, donc niveau master. Et puis après, les autres qualités à avoir, c'est d'être dans la réciprocité, puisqu'on sait accompagner des jeunes qui vont aussi aimer apporter aux autres. Donc les fameux alumni, comme on dit, toi et moi sommes issus d'écoles de commerce, après justement vont peut-être être de magnifiques ambassadeurs de ce programme-là, c'est ça ? Aujourd'hui, la force du programme, c'est que nous avons une belle communauté d'alumni. On en compte plus de 700 qui occupent différents postes, de cadres ou de médecins, etc. On a même des journalistes, des avocats, etc. Et cette belle communauté est aujourd'hui moteur du programme. Certains sont donateurs personnellement. D'autres nous connectent à leurs entreprises pour que leurs entreprises s'engagent pour que le programme existe et continue de se développer. Alors Tiffaine, tu as déjà parlé des partenaires, mais on va y revenir. Comment sont sélectionnés les jeunes ? Parce que je crois qu'il y en a initialement 200 et il n'y a que 50 places chaque année. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Oui, alors ça fait une petite dizaine d'années avec mon arrivée où on a mis en place un processus de sélection, puisqu'en fait, on souhaite que les jeunes soient sélectionnés par le collectif. Donc ça mobilise une centaine de membres de jury par an. Avec différentes étapes, donc étape de dossier, étape orale collective et étape individuelle de speed dating. On part au départ avec 200 candidats pour en retenir 30 à 50 en fonction de la campagne de mécénat. Donc, je t'interromps un instant. Il y a 200 jeunes, initialement. Il n'y en aura plus que 50. Tu me parlais de membres du jury. Qui sont ces gens ? Ce sont des professeurs ou est-ce que ce sont, par exemple, des gens de l'entreprise, tout simplement ? Alors, les membres de jury sont les personnes qui vont être les futurs parrains-marraines des jeunes, parce que chaque jeune a un parrain ou une marraine en entreprise ou dans une structure qui est partenaire du programme. Ça peut être aussi des lauréats qui sont aujourd'hui en poste et donc qui peuvent être membres de jury. Ensemble, on choisit les lauréats qui vont constituer la nouvelle promotion, donc 30 à 50 en fonction de la campagne. Et en fait, à la fin du process, on attend les résultats du bac, on tient une commission et donc sur les 200 au départ, puisque c'est à peu près 200 au départ, on en retient donc 30 à 50. Il y a une étape finale quand même pour que le lauréat devienne vraiment intègre totalement le programme. C'est le speed meeting qui a lieu donc en septembre, où là le lauréat va choisir son parrain ou sa marraine et le parrain ou la marraine va choisir son filleul. Donc ils se choisissent mutuellement et c'est fondamental parce que c'est une aventure qui va durer 4 à 5 ans.
Tout à fait, c'est une aventure humaine qui est longue, ce qui fait la spécificité du programme. Par rapport à d'autres programmes de mentorat, là on est vraiment sur une relation humaine longue puisque c'est 5 ans, donc de niveau master 1 première année du sup jusqu'au niveau master 2. Donc c'est une rencontre que j'appelle rencontre de la vie, puisqu'à ce moment-là, les parrains marraines accompagnent, soutiennent le filleul sur toute la durée de ses études. C'est un grand moment de construction d'identité, de choix, d'orientation. Donc c'est une aventure qu'ils traversent à deux. Et c'est vrai que pour le lauréat, c'est une relation qu'il ne peut pas avoir autrement qu'avec le programme, puisque ce n'est pas un frère, une sœur, un parent, ce n'est pas un responsable pédagogique ou autre, c'est une personne volontaire en entreprise qui va lui ouvrir les portes de l'entreprise et qui va être toujours là, à côté de lui, pour répondre aux moments de doute, aux choix importants à faire, etc., etc. Et c'est justement ce qui est fondamental, parce que je connais bien ce genre de programme où les jeunes sont accompagnés généralement, comme tu le dis très justement, par des gens d'entreprise, et puis ça dure 1 an ou 2. 1 an ou 2, on peut se dire que c'est très très long. En fait, c'est pas suffisant. Et tu le disais, ce sont des rencontres professionnelles fondamentales, parfois des rencontres d'une vie qui font qu'on a, entre guillemets, ce mentor. C'est plutôt des parrains et des marraines, comme on dit chez toi. Mais ce mentor, il est fondamental à mon sens parce que c'est celui ou celle qui va guider ta vie et qui va te donner envie de redonner la chance que tu as eue, tout ce que tu as eu. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est vraiment, je trouve, une relation inédite et c'est ce qu'on propose réellement aux partenaires, c'est de permettre de vivre une aventure humaine et ensemble on se pose les problématiques. On n'est pas sur un format type où on va travailler le CV, où on va travailler la recherche de stage. Il y a pas que ça. Il y aura ça, c'est certain, mais il y a aussi profondément, on se construit en 5 ans d'études supérieures. On apprend les codes de l'entreprise, on apprend les codes d'avoir des relations, des interactions avec des professionnels. Et donc ça va au-delà de juste une thématique spécifique comme on peut faire habituellement dans le mentorat. Le programme Émergence, en fait, c'est une école de la vie, et pour toute la vie. Oui, j'aime à penser ça. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses, ce type de conclusion. Oui, tout à fait. Ce serait bien que ce soit ça, oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les alumni, les anciens, comme on dit, des années après, parce que le programme a un petit peu plus de 20 ans. Certains sont donateurs, parce qu'on va parler évidemment de tout ce qui est financier. Bien entendu, ça vous l'avez bien compris, chers auditrices, auditeurs, il y a un moment des bourses. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent, les anciens, ces jeunes qui ont eu cette chance d'être accompagnés? Ils te le disent très clairement, c'est la rencontre de ma vie, j'ai eu énormément de chance, merci. Ou est-ce qu'ils te disent, bah oui, c'était très bien, c'était juste une partie de ma vie? Je suppose que c'est beaucoup plus ancré que ça. Ça fait partie d'eux, en fait, de leur histoire et ça les a construits. Le retour, c'est que déjà, le programme a permis d'éviter de l'autocensure. Puisque au départ, quand ils sont au lycée, ils se disent est-ce que moi je peux faire des études supérieures? Est-ce que j'aurai ma place dans le monde des études supérieures? Et le programme permet de se dire bah oui, parce que tu as déjà le niveau académique et puis on va t'accompagner pour que tu puisses légitimement aller jusqu'au bout de ton ambition et de ton potentiel. Donc il y a ce côté-là. Après, le programme apporte aussi une connexion à d'autres jeunes qui traversent les mêmes difficultés, permet des rencontres qui sont rassurantes, inspirantes et donc donne la force de tenir bon. Et enfin, la rencontre et le binôme avec le parrain ou la marraine, ça laisse des opportunités marquantes en fait sur le parcours, puisque grâce au parrain ou à la marraine, on se rappelle parfois d'un coup de fil passé avant d'ouvrir une porte parce qu'on était en stress total avant de rentrer dans une pièce parce qu'on avait un entretien important. Et c'est le parrain ou la marraine qu'on a appelé pour dire bah là je perds pied, je vais pas y arriver. Et le parrain ou la marraine redonne l'énergie qu'il faut, donne le petit conseil qu'il faut avant d'ouvrir la porte. Ou alors à un moment donné le parcours se passe bien. On a fait une première année, une deuxième année d'études. Puis à la troisième année, on a envie de douter de tout, de remettre en question l'orientation, de remettre en question qui on veut devenir. Et là, c'est un échange autour d'un café ou même autour d'une action citoyenne partagée avec son parrain ou sa marraine qui fait que, en fait, on trouve les réponses pour se dire, non, en fait, je suis là où je dois être, je vais continuer dans la direction que j'ai prise, ou au contraire, oui, il faut identifier notre direction, mais on va la travailler ensemble et je ne vais pas subir mon parcours, je vais le choisir. Combien de fois se voit-il par an, si je puis dire? En tout cas, y a-t-il un quota imposé entre le lauréat ou la lauréate et le parrain ou la marraine? Alors, on laisse les relations de parrainage assez libres. Toutefois, Marie, dans l'équipe qui est sur l'animation des partenaires engagés, va s'assurer que par an, il y a au moins 3 rencontres, puisqu'on trouve que c'est le minimum.
3 rencontres idéalement physiques. Après, ce n'est pas toujours possible, donc ça peut être des rencontres à distance. Ces rencontres sont au rythme des rapports d'activité, puisque les lauréats, en fait, remplissent des rapports d'activité tous les trimestres qui nous permettent d'assurer un suivi de leur scolarité et aussi des engagements qu'ils ont à tenir envers le programme. En parallèle du suivi que Caroline mène auprès des jeunes, Marie, elle, est sur l'animation des partenaires et donc a des échanges réguliers avec les parrains marraines. Et donc, on veille que le binôme vive cette relation pleinement, ne laisse pas filer le temps, puisque 5 ans, c'est long, mais en même temps, ça passe vite, surtout si c'est uniquement 3 rencontres par an. Donc l'obligation, c'est 3 rencontres par an, mais après, en fonction du binôme, eh bien il y a des échanges téléphoniques, des WhatsApp, il y a des visios, il y a des partages d'activités sportives, d'actions citoyennes, comme j'ai déjà dit, et parfois le jeune va dans la famille du parrain ou de la marraine, ou alors le parrain ou la marraine va dans la famille du lauréat. Enfin, vraiment chacun choisit de vivre sa relation à la puissance qu'il le souhaite en fait. On vient de parler des jeunes, mais qu'est-ce qu'ils en pensent, justement, ces parrains et ces marraines? Est-ce que pour eux, c'est aussi une rencontre de leur vie? Oui, alors tout à fait. Pour les parrains marraines, c'est aussi une rencontre de la vie. C'est une aventure humaine incroyable. Les lauréats sous-estiment de pouvoir apporter autant aux parrains marraines. Mais à l'issue de la relation de parrainage, quand on a le retour des parrains marraines, on se rend compte que ça a vraiment été une relation dans les 2 sens. Le lauréat apporte au parrain ou la marraine déjà d'être en proximité avec un jeune qui se construit. Un type de jeune peut-être qu'il n'aurait pas rencontré parce que dans son entourage, il a peut-être plus l'habitude de rencontrer des jeunes qui n'ont pas la même histoire de vie, les mêmes origines, etc. Parfois, je compare en fait l'engagement d'un parrain ou d'une marraine dans le programme à une formation que pourrait suivre un manager. En fait, les entreprises peuvent financer des formations aux managers et permettre à un collaborateur d'être parrain marraine. C'est un petit peu comme si on vivait une formation parce que on accompagne un jeune concrètement sur des choses réelles de la vie, des questionnements. Et donc, la façon dont on va accompagner ce jeune, ça donne des éléments, des compétences. Ça développe des compétences qui sont utiles après en tant que manager pour la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail. Donc, en somme, c'est une relation gagnant-gagnant, presque win-win, j'allais le dire. Et justement, avec la vie active, il y a déjà 3 jeunes qui ont été accompagnés par le programme Émergence d'Arélie. En premier lieu, Chastel. Alors, Chastel, elle est en 2e année d'école d'infirmière. Félicitations, Chastel. Il y a également Noura, qui est passée dans le podcast, qui est à la Cato en communication. Et il y a également Hamza, qui est en école d'ingénieur à Paris-Saclay, qui est en stage chez EDF. Sincèrement, ces jeunes, allez, on va dire les choses très clairement, je ne connais pas Chastel, mais je connais Noura et Hamza, ils ont traversé les mers pour arriver dans le nord de la France, avec des histoires absolument incroyables. J'imagine qu'il y a une énorme fierté, aussi bien pour les parrains que pour Émergence, que pour Arélie et que pour les entreprises, d'accompagner ces jeunes vers la route du succès. Oui, alors une énorme fierté et en même temps, on essaye de s'adapter à eux aussi parce qu'en fait, ils sous-estiment leur parcours. Ils sont d'ailleurs impressionnants parce qu'ils mesurent pas en fait tout ce qu'ils ont pu traverser. Ils ont l'impression que tout le monde traverse les mêmes difficultés qu'eux en fait en général. Donc quand ils parlent de leur parcours ou qu'on leur demande d'en parler, ils nous regardent avec des yeux ronds en disant pourquoi, à quoi ça sert, j'ai vécu ce que en gros tout le monde vit en fait. Mais non, et ça en fait d'ailleurs une réelle différence et de réelle force. Et donc, tout comme eux, on veut pas être sur la surévaluation de ce qu'on peut leur apporter. Nous, ce qu'on considère, c'est que le programme Émergence va les accompagner justement, va leur apporter de lever les freins et les obstacles, mais c'est eux qui vont être moteurs de tout ça. On ne va pas être, nous, des magiciens, en fait. Et donc, la fierté, alors pas forcément pour nous d'avoir joué un rôle, par contre, se dire que c'est incroyable d'en arriver à un tel résultat, à un tel niveau, avec des origines et une histoire si particulière, ça provoque de la joie, de la satisfaction, l'idée de se dire que tout est possible quand on s'en donne les moyens. Et donc, voilà, je pense qu'on est plus dans ce thème-là et dans cette posture-là. Alors bravo pour cette posture d'humilité, mais je suppose que Chastel, Noura et Hamza, lorsqu'ils auront terminé leurs études, n'oublieront jamais Arélie et le programme Émergence. J'en mets ma main à couper. Oui, alors oui, c'est sûr que ce serait pour nous
une joie qu'ils ne nous oublient pas. Ce qui serait très fort, par contre, c'est qu'ils soient eux-mêmes acteurs, en fait, de permettre à d'autres jeunes de traverser les mers et de traverser les obstacles pour qu'il y ait d'autres belles histoires, en fait, et que ce soit pas que des cas exceptionnels. Que ce soit de véritables ambassadeurs à terme. Tout à fait. On va parler financier maintenant. Eh oui, enfin, comment ça se passe? Comment vous aidez les jeunes? Alors évidemment, on a bien compris qu'il y avait les parrains et les marraines, mais il n'y a pas que ça, parce que, évidemment, il y a aussi le nerf de la guerre. Comment ça se passe? La force du programme, en effet, c'est d'avoir l'accompagnement à la fois humain et financier. Et pour nous, les deux sont vraiment très importants et très étroitement liés. Tous les lauréats, quelle que soit la formation qu'ils suivent, ont une bourse d'études en complément de l'accompagnement humain. La bourse d'études, c'est 1 000 à 6 500 € par an. Donc chaque année, on réévalue le montant de la bourse en fonction des frais de scolarité que le jeune a à supporter. Pour comment on finance aujourd'hui ces bourses d'études, c'est grâce au mécénat. Donc chaque année, nous avons des campagnes de mécénat qui sont ultra ambitieuses, puisqu'en fait, pour ouvrir une place pour un jeune, nous avons l'évaluation d'un coût moyen d'un jeune sur 5 ans qui est de 20 000 €. Donc, un partenaire qui voudrait nous soutenir doit s'engager à hauteur de 20 000 € sur 5 ans, sachant qu'il peut défiscaliser et ça ne peut que lui coûter 8 000 € sur 5 ans. Voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, l'accompagnement financier représente ça chez Émergence. Donc, c'est extrêmement clair. Sans citer trop de noms, mais est-ce que tu peux nous donner des partenaires ? Oui, alors nous avons des partenaires de toute taille et nous avons des engagements qui sont plus ou moins importants. Nous avons des petites entreprises qui veulent jouer le rôle justement de la RSE, mais qui veulent aussi avoir un projet d'équipe. Avoir dans une petite entité la possibilité d'identifier un jeune, de choisir un jeune et que lui-même choisisse aussi le parrain ou la marraine et qu'ils se décident ensemble de vivre cette aventure humaine peut donner du sens aussi à un collectif d'une petite entreprise. Et c'est vrai que c'est abordable, même si ça nécessite un engagement financier, donc de pouvoir offrir cette opportunité à un jeune et à une équipe de vivre ça. Après, on a aussi des grandes entités, et là je peux citer Kiabi, je peux citer ADO, Decathlon, où là on a plusieurs parrains marraines engagés. La possibilité d'avoir un collectif de parrains comme ça dans une structure aussi grande, c'est de rassembler les collaborateurs autour d'un projet qui est autre que celui lié à l'activité principale de l'entreprise. Ce qui est marrant, c'est que ça amène des collaborateurs qui ne se connaissent pas, en fait, au sein même de l'entreprise, à se réunir, à interagir ensemble, à se connaître et à apporter un projet commun. Donc c'est ça aussi l'avantage du programme, c'est de permettre d'avoir des collectifs au sein même de grandes entreprises. Et tu me disais d'ailleurs que chez Decathlon, ça marchait extrêmement bien parce qu'il y avait une sorte d'ambassadeur chez Decathlon qui boostait, enfin en tout cas qui était un véritable coup de booster pour le programme Émergence. Oui, alors en plus pour Decathlon, si on parle de Decathlon, il y a une très belle histoire du démarrage de Decathlon. C'est que on a rendu possible le partenariat avec Decathlon grâce à un lauréat qui est aujourd'hui en poste chez Decathlon. Pour lui, c'était impossible d'imaginer que l'entreprise dans laquelle il travaille ne soit pas engagée au sein d'Émergence. Et donc, il a tout fait pour nous permettre de rencontrer les personnes qui allaient pouvoir permettre le partenariat. Après, bien sûr, nous, on a fait notre job au niveau de l'équipe. Ce qui est génial aussi avec Decathlon, c'est qu'en fait, ce n'est pas Decathlon qui s'engage pour l'ensemble des collaborateurs qui sont parrains et marraines, mais c'est chaque leader qui va prendre sur son propre budget pour s'engager et porter le parrainage d'un jeune. Et donc ça vraiment, ça responsabilise et puis ça donne envie à chacun de dire moi, je crois dans ce projet-là, donc je vais mobiliser mon équipe sur ce projet et je vais en plus porter mon budget sur ça, en fait. Donc c'est un véritable engagement, parce que tu le dis, c'est sur les budgets, non pas personnels, mais en tout cas professionnels de chaque leader. Donc, encore une fois, bravo à Decathlon, qui est une magnifique entreprise basée non loin d'Arras, du côté de Lille. Alors, on a parlé d'Émergence, on a parlé des 3 lauréats qui ont été accompagnés par la vie active, je les rappelle, Chastel, Noura et Hamza. Mais on n'a pas parlé de toi, Tiffaine, parce que hors antenne, nous avons à peu près le même parcours, une école de commerce, tu as fait Schema à Lille, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça ? C'est bien cela. Tu commences ta carrière dans la banque, ça arrive à des gens bien, félicitations. Et puis à un moment, tu retournes chez Schema, mais non pas en tant qu'étudiante, mais de l'autre côté, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et puis surtout comment tu es arrivée à Arelli depuis une petite dizaine d'années aujourd'hui ? Eh bien, l'orientation est loin d'être linéaire et je pense pour beaucoup de monde, même pour ceux qui ont peut-être plus de chance que nos lauréats par rapport aux origines, à l'histoire de vie. Me concernant, j'ai la chance d'avoir eu une famille qui pouvait me permettre d'imaginer toutes sortes de types de parcours d'études.
Mais bon, voilà, je me suis lancée donc dans le parcours pour travailler dans la banque. Je suis très disciplinée, je suis très résiliente, donc j'ai voulu réussir, mais j'y ai pas trouvé mon kiff. Et moi, dans le travail, il faut que je trouve mon kiff pour que je puisse être au rendez-vous et je pense pour avoir des résultats peut-être que je n'aurais pas pu imaginer dépasser ou atteindre. Et donc en fait, un jour, lorsque j'étais donc tout jeune en contrat, je démarrais donc dans une des banques qui m'avait embauchée. Je démarrais mon parcours professionnel. J'ai eu un appel en fait de Schema et qui m'a proposé de devenir responsable pédagogique du programme post-bac qui s'appelle aujourd'hui l'ESDEM. Et là, je me suis dit, j'aime bien l'expression, dans la vie, parfois, il y a des trains qui passent. Et j'ai vraiment eu l'impression que ce train passait et il s'arrêtait devant moi et je me suis dit, tiens, faut peut-être que je monte dedans. Et j'ai tenté de monter dedans parce que l'idée d'accompagner des jeunes, justement, à définir leur orientation, à faire les bons choix pour ne pas subir après un parcours ou autre, ou que ce soit plus compliqué, en tout cas d'accéder à ce qu'on vise. Ça m'a intéressée, ça me parlait. Et après, l'idée d'avoir une responsabilité pédagogique d'un programme, j'avais l'impression d'avoir une petite entité entre les mains, de gérer à la fois le budget, la com, etc. Et ça, c'était aussi autre chose qui m'intéressait fortement. Et puis un jour, Aurélie t'appelle, parce qu'on en avait discuté hors antenne, il te manquait un petit peu ce côté entreprise chez Schema, alors que c'est une très belle école de commerce, mais il te manquait le côté entreprise, tu avais envie d'y revenir. Et là, Aurélie, en octobre 2016, t'embauche, donc ça fait une petite dizaine d'années aujourd'hui que tu diriges ce programme Émergence. Et là, j'ai envie de te dire que c'est le kiff total depuis 10 ans, si j'ai bien compris, c'est ça ? Bah oui, parce qu'en arrivant chez Émergence, à nouveau l'accompagnement des jeunes, management d'une petite équipe, ce que je voulais aussi avoir, et puis surtout donc la connexion aux entreprises. Je suis vraiment attirée par ce que recherchent les entreprises, c'est-à-dire l'idée de rentabilité, l'idée d'apporter une solution efficace à un besoin, la satisfaction client aussi. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui me parlent. Alors à Schema, il y avait aussi tout cela, mais là, j'avais cette connexion avec les entreprises et pour moi, le fait de créer un écosystème qui supporte le programme et donc de devoir être au rendez-vous de l'exigence des entreprises qui s'engagent et pour lesquelles il faut maintenir un niveau de satisfaction, c'était quelque chose qui m'attirait. Mais tu as trouvé chez Aurélie le côté pédagogique que tu avais chez Schema et en même temps le côté entreprise, tout simplement. Donc c'est quelque part la jonction des deux. Kiff total. Le kiff total, je confirme. Alors, je sais que tu as une équipe, tu en as parlé. Alors, on va saluer évidemment Estelle, Caroline, Marie et Coralie. Je sais qu'une autre personne est en cours de recrutement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ton équipe ? Parce que tu l'as dit très brièvement, mais ton équipe, on peut dire que c'est une équipe à taille humaine, mais qui, sincèrement, se défonce, j'allais dire, sur le terrain, parce que c'est absolument fondamental. Et comme toi, ces femmes, parce que pour l'instant il n'y a que des femmes dans l'équipe, elles ont vraiment chevillé au corps cette envie d'aider des jeunes qui veulent s'en sortir. Et j'insiste sur le côté jeune qui veut s'en sortir. Bah oui, on est toutes les 5 très engagées. De toute façon, c'est vrai que pour travailler chez Aurélie et précisément pour le programme Émergence, il faut être très engagé. On est habité en fait par le projet. Estelle Dussard, elle est coordinatrice administrative du programme. Donc elle gère bien sûr tout ce qui est administratif, puisqu'on a du mécénat, donc il y a des appels de fonds, des reçus fiscaux, etc. Mais elle gère aussi la communication du programme, puisqu'on aime à valoriser l'engagement de nos partenaires. On aime à valoriser les réussites de nos jeunes aussi. Donc il y a vraiment aussi pas mal de choses à faire au niveau de la com, de l'événementiel aussi, puisque au sein du programme, on organise pas mal d'événements qui rassemblent notre écosystème. Donc elle gère ça aussi. Et en plus, Estelle gère tout le processus de sélection, puisque chaque année, sélection de 50 jeunes, avec au départ 200 jeunes, un processus avec dossier et preuves collectives, une centaine de membres de jury, donc il y a de quoi faire. Et je vais rajouter qu'elle gère aussi les relations très personnalisées avec les lycées, puisqu'aujourd'hui, on a réussi à tisser des relations très personnalisées avec les lycées. Et donc, elle est aux manettes de tout ça, notre Estelle. Ensuite, on a donc Caroline qui nous a rejoint avant l'été et qui a pris la suite d'une collaboratrice qui était extraordinaire et qui a choisi d'autres projets de vie perso. Mais donc, Caroline accompagne les jeunes au quotidien via les rapports d'activité, met à jour des indicateurs de suivi, anime des ateliers collectifs ou a des entretiens plus individuels avec les jeunes. Nous avons aussi Marie qui est sur la fidélisation des partenaires engagés et Coralie, donc qui nous a rejoint aussi avant cet été et qui elle, alors
pour simplifier les choses, je dis qu'elle chasse, puisqu'en fait, elle est chargée de convaincre de nouveaux partenaires de nous soutenir et de nous rejoindre. Un job ô combien essentiel comme tous les autres, mais encore une fois, nous parlons d'une ère de la guerre. Tiffany, on arrive à la fin de notre épisode et notre entretien. J'ai 3 dernières questions pour toi. La première, d'où te vient ce goût des autres ? Le goût des autres, c'est naturel chez moi. Vraiment, je suis convaincue de la puissance de la rencontre. J'ai un kiff total à connecter les gens entre eux. Et donc, je pense que je suis née avec, en fait, tout simplement. Ça fait partie de ton ADN. Avant-dernière question, et pas des moindres. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au partenariat qui débute avec ces 3 jeunes, Chastel, Noura et Hamza, entre la vie active, Areli et son programme Émergence ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Déjà, c'est une belle rencontre. Je rebondis, je viens de parler de la rencontre, mais la connexion entre la vie active et le programme Émergence permet justement au programme Émergence d'avoir des candidatures et ensuite des lauréats tels que Hamza, Noura ou Chastel. Donc déjà, c'est puissant, c'est déjà extraordinaire. Après, de toute façon, on se rassemble sur des valeurs, on se rassemble sur des actions communes. Donc ça a tout son sens qu'on soit connectés et d'autant plus pour permettre à encore d'autres jeunes d'intégrer le programme et d'être accompagnés. Alors on espère évidemment que vous allez continuer à accompagner énormément de jeunes et pourquoi pas qui sont passés par les fourches codines de la vie active, mais je suis intimement convaincu qu'il y en a plein d'autres, comme Chastel, Noura et Hamza. Ma dernière question, qui est loin d'être simple, si je te dis la vie active, que me réponds-tu du tac au tac, Tiffany, s'il te plaît ? Quel ambassadeur, la vie active, parce que ambassadeur de notre programme, et puis relais de nos actions pour permettre à des jeunes, en tout cas de leur donner des outils, de choisir leur vie et de ne pas la subir. Eh bien, merci à toi. On va se quitter sur cette note extrêmement positive de jeunes. Alors, on le dit à chaque fois, le programme Émergence donne un coup de boost, un coup de main, bref, donne des ailes à ces jeunes qui ne sont pas nécessairement nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, j'aime à le rappeler. Certains sont issus de l'ASE, tu me le disais hors antenne. Donc, encore une fois, bravo aux partenaires, bravo à ton équipe, bravo à Areli, puis bravo également à nos 3 lauréats, Chastel, Noura et Hamza, que j'ai dû citer au moins 50 fois aujourd'hui. Bravo à eux. Mais c'est aussi leur mettre quelque part un peu de pression sur le dos, puisqu'ils sont passés par la vie active. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, vous aussi, vous pouvez soutenir la vie active. Alors, je suis sincèrement désolé, Tiffany, mais on va commencer par la vie active. Alors, en premier lieu, vous pouvez soutenir la vie active et son podcast, on est là pour vous, en notant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça, c'est une première chose. Et puis, on a parlé du nerf de la guerre et vous pouvez évidemment soutenir la vie active en faisant un don. Comment fait-on ? Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur le site vieactive.fr et vous cliquez dans la rubrique « Dons ». Vous pouvez donner ce que vous voulez. Je le rappelle, il n'y a pas de petits dons. Et en plus, vous avez une défiscalisation que demande le peuple. Donc, allez-y, 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 allez-y. Et enfin, puisque tu nous as fait le très grand plaisir de venir au siège de la vie active, Tiffany, comment peut-on soutenir, chères entreprises, ou peut-être même des particuliers, comment peut-on soutenir le programme Émergence d'Areli ? Dis-nous tout. Tout simplement, si vous avez été sensible à nos actions, que ça a éveillé de l'intérêt chez vous, n'hésitez pas à nous connecter à toute personne qui ne connaît pas encore le programme, parce que toute possibilité de le faire connaître peut donner l'envie à une entité de s'engager et donc d'ouvrir une place pour un jeune. Est-ce qu'on peut aller sur un site internet peut-être ? Alors, sur le site internet areli.fr, dans la partie émergence, devenir partenaire. Eh bien voilà, c'est aussi simple que cela. Merci à toi Tiffany, merci pour ce goût des autres qui finalement fait partie de toi. On salue évidemment Sébastien, ton mari, qui finalement aurait très bien pu représenter ces jeunes qui sont pas nécessairement nés en étant les plus riches. Et évidemment, on salue l'homme de ta vie. Il est directeur régional chez Air Liquide. Et comme je te le disais en antenne, j'ai toujours pas compris ce que faisait Air Liquide. Mais c'est pas le plus important. Merci à toi, Tiffany. C'était absolument passionnant. Et puis surtout, une très longue vie à ce programme Émergence d'Areli. Et en espérant qu'il y ait un partenariat qui se noue pendant de très 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 nombreuses années avec la vie active et les jeunes qui ont été accompagnés par cette magnifique association. Merci à toi. Merci. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir de recevoir une véritable star en la personne de Chantal Desmarais. Bonjour Chantal. Bonjour.
Chantal, tu es en résidence autonomie Oui, à la vie active. Rappelle-nous où tu es. je suis à l'EHPAD de Bonaire, au foyer logement. Je vis dans un appartement très calme et très, très bien. Une femme heureuse. Une femme heureuse, je revis ma vie. Chantal, est-ce qu'on peut dire ton âge? Oui. J'ai ouï dire que tu venais d'avoir 32 ans, c'est ça? Non, 72, le 2 septembre. D'accord, donc tu viens d'avoir 72 ans. J'ai l'impression que tu vis ta meilleure vie depuis que tu as rencontré la vie active. Oui, je suis très heureuse à la vie active et j'ai un bon directeur. Alors on va saluer Monsieur Danel qui est passé dans le podcast. Tu étais là d'ailleurs ce jour-là. Est-ce qu'il a été bon, Monsieur Danel, ce jour-là? Oui, il m'a bien accueilli, il m'a ouvert la porte, il m'a fait voir comment vivre ma vie dans un EHPAD. Et je suis très heureuse parce que j'ai même des bons accompagnements avec moi. Eh bien, toutes mes félicitations. Alors Chantal, tu vis ta meilleure vie, mais allez, on va dire les choses très très clairement. Tu as connu peut-être le pire dans ta vie. Si je ne dis pas de bêtises, à 17 ans, tu te maries, Oui, tu as tes premiers enfants, oui, tu en as eu 7, oui, et puis un jour, l'amour n'est plus nécessairement là, voilà. tu divorces, c'est ça? Oui, Et qu'est-ce qui se passe après? Parce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu une autre vie à la cinquantaine qui était peut-être pas aussi belle que celle d'aujourd'hui. voilà. J'ai divorcé, j'ai eu une autre vie. J'ai tombé sur un monsieur qui était très violent, qui buvait, il me battait et j'ai perdu toute ma vie. Là. Je pensais que j'allais plus vivre. Et quand on m'a mis dans un autre EHPAD, ça, je suis sortie. Et quand j'arrive à la vie active, ma vie, elle a repris goût à moi de vivre comme avant. Mais avant de reprendre goût à la vie, il y a eu une période extrêmement amère, il n'y a pas d'autre terme, tu l'as dit, un monsieur qui buvait, Oui, après ton divorce, que tu rencontres, tu penses que c'est un autre amour de ta vie, oui, il te bat et tu te retrouves à la rue. oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu es à la rue? Parce que tu arrives à la rue à un âge où généralement on ne tombe pas dans cette difficulté. Quand on vit dans la rue, c'est comme si on est un enfant abandonné au milieu d'un trottoir. C'est comme si on ne veut plus entendre parler de moi. Je me suis sentie abandonnée carrément, que j'avais plus personne autour de moi. Pas même tes enfants? Mes enfants, non. Pourtant, ils étaient pas loin, ils habitaient pas loin de où je vivais dans les rues, mais ils voulaient pas m'accepter comme je suis, suite au divorce de leur père. Comment ça se fait que quand on a 7 enfants, c'est-à-dire c'est beaucoup d'enfants, Ouais. on peut comprendre qu'on soit pas en très bons termes avec un enfant ou 2, pourquoi pas. Mais comment se fait-il que les 7 n'aient pas voulu tout simplement t'héberger, que tu te retrouves à la rue? C'est parce que mes enfants, ils voulaient pas venir à mes besoins, ils voulaient pas être dépendants de moi, ils voulaient pas s'occuper de moi, ils voulaient que faire leur vie. Moi, pour eux, j'étais une chienne, j'étais pas une mère. Voilà, c'est ça que j'ai compris dans ma vie. C'est comme si ils m'ont haï. Moi, j'appelle ça haïr une mère. Une mère, on n'en a qu'une sur la terre. Comment tu te sens à cet âge-là? Parce que tu as la cinquantaine, Ouais. tu le dis, ils me considèrent comme une chienne, je reprends tes mots, tu t'es senti haï, et la preuve en est, ils n'ont rien fait. Non, ils m'ont même pas aidé, rien du tout. Même pas une tartine, même pas rien du tout. Alors qu'ils vivent à côté de là Ouais. où tu étais. Dans ces cas-là, est-ce que tu t'es pas dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ouais. Si, je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est là que, quand j'étais au foyer chasseresse, que j'ai demandé, ils voulaient profiter de mon argent, l'argent que je touchais les ressorts à ce moment-là. Ils voulaient profiter de mon argent. Si je donnais pas mon argent, ils voulaient pas t'aider moi. C'est mes sous qu'ils voulaient. Alors, à la place de l'autre, je me suis mis en tutelle moi-même. J'ai demandé la mesure de tutrice moi-même. Et depuis ce temps-là, je suis toujours en tutelle. Tu trouves des ressources qui sont incroyables, parce que Ouais. tu demandes à être mise sous tutelle, Ouais. ce qui est assez rare, il faut l'avouer. Ouais. Comment tu trouves cette force? Parce que, très honnêtement, Chantal, je suis très surpris, on en a discuté avant qu'on prépare cette interview. Ouais. Se retrouver à la cinquantaine à la rue, alors qu'on a 7 enfants, normalement, ça n'arrive pas. Il n'y a aucune raison que ça arrive, sauf... Moi, je trouve que c'est incroyable qu'on peut pas faire ça à une mère. Mais tu trouves quand même la force. De vivre quand même ma vie. Que continuer à vivre ma vie. Puis penser à rien, oublier tout ça. Comment t'as fait, Chantal, s'il te plaît? C'est venu depuis tant que je suis arrivée au foyer Bonaire. Et je me suis sortie moi-même de la merde en étant au foyer. Et je vis comme ma vie moi-même. Je fais des jeux, je fais tout là. Là, moi, je pense à mes problèmes. Il t'en reste encore à 72 ans? Il y a des moments, je pense encore à tout ça que j'ai vécu. Et j'ai cru comprendre, pour être positif, que parmi tes 7 enfants, il y en a un ou 2 qui reprend contact avec toi? Maintenant, j'ai une fille qui habite à Bruay, elle prend le week-end, je vais manger chez elle, j'ai même été à son mariage. Et j'ai mon garçon qui habite à Liévin, qui me téléphone au matin, puis au soir, pour me dire bonsoir maman, ça va, tout va bien.
Sur mes 7 enfants, j'ai encore deux qui me regardent. Tu expliques ça comment qu'ils reprennent contact? C'est parce que tu es au foyer? J'explique ça que je comprends quand même un de mes enfants qui m'aime encore. Sans que ma fille, elle m'aime toujours et mon garçon. Les autres, ils veulent pas. Je me sens désolée des enfants. Tout ce qu'on peut souhaiter, évidemment, Ouais. c'est que les deux qui ont repris contact avec toi, Ils sont bien maintenant. je n'en doute J'ai absolument encore pas. des contacts avec. Bon, cette nouvelle vie, parce qu'on va maintenant parler du positif. Tu étais à la rue, à un moment tu es recueilli par les pompiers. Et c'est là que finalement, ta nouvelle vie commence. Ouais. Raconte-nous toute cette histoire, s'il te plaît. Ma nouvelle vie au foyer CRS, c'était pas la même vie que maintenant que je mène au foyer de Bonheur. Si vous voulez, à CRS, on était mélangés plusieurs femmes qui s'étaient battues, puis c'était pas la même vie, quoi. Mais au foyer Bonheur, je suis arrivée, j'ai fait les premières vacances que j'étais vraiment contente, je faisais de l'activité, tout, j'ai fait des connaissances et tout, puis je me suis bien sortie, quoi. Et ma vie continuera toujours comme ça jusqu'à la fin. Chantal, quand tu revis, Oui. comment tu te sens? Tu te dis, finalement, j'aurais mérité d'avoir ça plus vite. Enfin, grosso modo, je n'ai jamais mérité cette vie très difficile que j'ai eue, parce que c'est quand même absolument hallucinant ce qui t'est arrivé, on ne reviendra pas dessus. Mais tu as dû revivre et reprendre goût à la vie, tout simplement. Oui, je revis comme j'aurais voulu vivre la vie comme je mène maintenant. Être heureuse, faire des activités, tout ça avec mes enfants. Alors, en parlant d'activité, qu'est-ce que tu fais, tiens? Je fais du cirque, je vais à la mer, je vais en voyage, puis je fais des rencontres là-bas. En voyage, je prends l'avion, puis je danse et tout. Tu danses? Oui, je fais des activités, on fait du dessin, on s'amuse avec les petits-enfants qui viennent de la crèche. On s'entend bien avec les enfants, on est content qu'ils sont là. Ça nous fait vivre notre vie et tout va bien avec moi. Je prends la vie comme elle vient maintenant. Ah ben j'imagine qu'elle est beaucoup plus belle. Donc, oui. Quand tu parles de vacances, je crois que tu as pris tes premières vacances à 61 ans? Oui. C'est vrai? Oui. Ça t'a pas fait bizarre d'être en vacances? Si ça m'a fait bizarre, c'est monter dans l'avion. Ah, ouais. Mais les vacances, ça s'est bien passé pour moi. J'avais des bonnes rencontres, tout, j'ai s'amusé, moi je dansais, tout. Tout s'est bien passé? Tout avec les accompagnements, tout ça, tout est très bien. C'est ce que j'allais te demander. Ils ont été bien avec toi, les accompagnants. Ouais, ils ont été bien avec moi. Monsieur Danel qui est dans le studio avec nous. Il n'était pas avec nous en vacances alors. Ah ouais, d'accord. Mais si Monsieur Danel il avait été là, ça aurait été mieux, tu crois? Bah ouais, on l'a fait danser aussi. Hein. Ah bah oui, mais surtout toi. Bah ouais, moi je suis un amusette. Moi j'aime bien m'amuser, j'aime bien. Moi pour marquer, j'ai ma table où que je mange au restaurant et je fais des conneries, tout ça, on s'amuse. Je joue au bidet, je fais tout. Moi. Tu joues au bidet? Ah ouais. Mais alors tu faisais déjà ça auparavant ou pas du tout? Non, avant dans le temps, non. C'est quand j'arrivais au foyer. Alors tu disais que tu avais repris goût à la vie. Si je te dis la vie active, qu'est-ce que ça représente pour toi, la vie active? Pour moi, la vie active, c'est quelque chose qui prend les gens, c'est du bonheur pour nous. Parce que quand on est malheureux, il nous fait vivre notre vie qu'on a perdue. La vie active, c'est ça pour moi. On revit tout qu'est-ce qu'on a perdu. On nous met dans l'entrain, on s'amuse, on fait tout. On est libre de nous. Chantal, lors de tes premières vacances, tu as pris pour la première fois l'avion. Donc c'était une journée des premières. Quel pays tu as visité depuis que tu as une vraie vie? Le Canaries. Les Canaries? On était toujours à la piscine, tout. Ah ouais, on était bien. On était relax, on était près de l'eau, tout ça, c'était bien. On a bien mangé, tout s'est bien passé. T'es allé nager? Ouais, mais c'est pas nager, je marche dans l'eau, moi. Ok, ça arrive à des gens très bien, ne t'inquiète pas. Nager. Tu sais pas nager, mais ça arrive à des très bien. Tu sais, moi, je ne sais pas faire de vélo. Oui. Tu sais faire du vélo, toi? Non. Ah bah bienvenue au club. Et ce sont les gens généralement très bien qui ne savent pas faire de vélo. Mais moi, je sais nager. Alors, trêve de plaisanterie, quand tu fais ces vacances, tu es évidemment accompagné par des gens de la résidence ou de l'EHPAD. Comment ça se passe avec eux? Parce que qu'est-ce qu'ils font avec vous? Ils vous accompagnent, mais il se passe quoi concrètement? Ils viennent nous aider, nous donnent un coup de main pour aller manger. On va avec eux à la piscine. Ils nous laissent jamais tout seuls. Ils sont toujours avec nous. Et quand on veut faire quelque chose, on va faire les magasins. Tout se passe bien. J'ai rien à dire qu'ils sont ça. On est toujours avec eux. Ils nous ont jamais laissés tout seuls. Ils sont toujours auprès de nous. Tu les aimes, ces gens? Ah ouais, je les adore. C'est ta nouvelle famille, en fait. Pour moi, c'est ma famille. Carrément? Oh, carrément. Pour moi, c'est des amours, ceux qui nous accompagnent. Il y a des gens qui sont vraiment très sympas avec nous. On n'a rien à dire. Les accompagnements, j'ai rien à dire. Finalement, ta vie, elle a commencé à 60 ans? Oui. Qu'est-ce que ça te provoque? 60 ans, c'est long sur Terre? Pour moi, 60 ans, c'est comme si...
j'avais pas existé, quoi, pour moi. Tu avais vraiment cette impression-là? Ouais. Et là, à l'inverse? Là, je vois que je revis moi-même. J'aurais pris le goût à la vie. Que je remets tout dans ma tête, que je reviens tout, que je fais tout avec les gens, que je m'amuse, tout, que j'essaie de tout oublier. Quand on est en campagne, qu'on fait des jeux d'accompagnement, tout ça, on oublie qu'est-ce qu'on a derrière, on oublie tous les soucis. C'est ça, pour oublier nos soucis quand on est avec du monde. Mais rester tout seul, on peut pas rester tout seul. En résidence autonomie, tu disais que tu n'es pas en EHPAD, hein, Chantal? Non. Tu es en résidence autonomie, c'est-à-dire que tu es seul dans ton appartement. Ouais. Malgré tout, est-ce que tu as fait des rencontres? Parce que tu disais que tu avais fait des rencontres en vacances, mais est-ce que tu as fait des rencontres dans la résidence, là, dans le complexe là, de Monsieur Danel? Allez, dis-nous tout. La belle Chantal, là, qui danse. Allez. Bon, j'ai rencontré. Il y a un nouveau qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais c'est copain. Mais pas plus loin. Ah oui. Moi, c'est des copains. J'ai rencontré tous les résidents qui sont de mon côté. Pour moi, c'est tous des amis. On se tutoie, on est resté comme on est simple comme tout le monde, quoi. Mais en amour, j'ai pas rencontré. T'as pas rencontré? Non. Bon, peut-être que ça va arriver. Ouais, ça va arriver. Tu le sais? Ah ouais, je le sens. Tu disais que tu revivais, Oui. que tu avais cette famille. Très sincèrement, à une personne comme toi, si tu rencontrais Chantal qui avait 20 ans de moins, qui Oui. commençait à être, pardonne-moi l'expression, dans la galère, qui commençait à avoir cette vie super difficile que tu n'as jamais méritée, que tu ne méritais pas, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais à cette Chantal qui a 20 ans de moins? Ben moi, je lui dirais, faut te battre, faut faire comme moi, faut pas te laisser aller. Qu'est-ce que je fais? Fais des jeux, vis ta vie comme tout le monde et t'occupe pas de personne. Moi, j'ai une dame qui vient d'arriver, là, de chez Rarès. Elle était comme à notre table, elle est comme un peu malheureuse. Et je dis, allez, viens t'asseoir à notre table, tu seras pas tout seul, tu restes avec nous, on va rigoler et puis tout. On lui remonte son moral. T'es pas un peu la meneuse? Ah, moi, je m'amuse, ça tape. Alors que tu t'amuses, ça je Ah veux ouais, bien croire. j'amuse-toi à la galère, moi. Je veux bien le croire, mais Ben, je fais vivre tout le monde. Ça sert à rien pas rigoler, rester à table, pas s'amuser, rester comme des malheureux, ça sert à rien. Au contraire, faut sortir tout le mal qu'on a dans notre tête. On n'a qu'une vie sur la terre. dernière question, Chantal. Tu as été prise en photo pour Oui. faire une campagne de communication pour la vie active. Oui. Est-ce que tu étais fière de poser pour cette campagne et de faire partie de cette campagne de communication de la vie active? J'étais très fière, oui. Très fière parce que je ne savais pas que j'allais être comme ça. C'est M. Danel, il m'a amené. Il m'a pas dit que j'allais faire des photos comme ça. Il m'a pas tout dit. Alors, il me dit, vous allez voir la surprise. Alors, quand j'ai vu ça, ben, j'ai dit, ben, pour moi, ça m'intéresse. Et puis, ça m'intéressait. J'étais contente. Est-ce qu'on te reconnaît dans la résidence ou dans le complexe de M. Danel? Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent et qui Oui, disent... beaucoup. Et alors, tu te fais un peu chambrer, genre tu te la joues Ouais, ou- quand j'arrive, mettons, c'est ça, le frère Ismé, Blaster. Alors, quand on me dit ça, je dis, moi, je suis fière d'être dans les pattes de bonheur. J'ai une star dans les pattes de bonheur. Chantal, est-ce que tu as un dernier mot à faire passer Oui. aux personnes, et plutôt aux femmes, tant que faire se peut, qui a ton âge, ouais, ou au reste du monde? Ben, moi, j'ai un mot à passer à la vie active des pattes de Marne-les-Mines. Je suis très bien d'où je suis et j'aime bien que ma vie continuera jusqu'à temps que je vis, être bien accompagnée et puis être bien heureuse avec monsieur le directeur. Voilà, je vous en remercie. Chers auditrices et auditeurs, vous venez d'entendre Chantal. Vous l'avez bien compris, elle n'a pas eu une vie facile et puis elle vit sa meilleure vie depuis une dizaine d'années et ça c'est grâce à la vie active. Alors, je vais vous demander une chose, c'est de soutenir la vie active. Je vous rassure, vous pouvez donner ce que vous voulez et surtout je vais vous donner la marche à suivre. Vous allez sur le site vieactive.fr, vous cliquez sur l'onglet Dons et comme je vous le disais, vous pouvez donner la somme que vous voulez. Je rappelle qu'il y a une déduction fiscale donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Et puis, chers auditeurs, vous pouvez aussi soutenir le podcast en mettant 5 étoiles sur Apple et sur Spotify. Merci Chantal, tu es devenue une véritable rockstar et c'est tout à fait mérité. Merci beaucoup à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.